J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Avant de commencer déjà, clap. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Alors, c'est quoi ton histoire ?» Ici, on prend le temps d'explorer les parcours, les idées, les convictions de chacun qui, à chacun à leur manière, nous montrent que rien n'est tracé et que tout est possible. L'idée de ce podcast, c'est donner la parole à ceux qui avancent et traversent, mais avancent quand même avec leurs doutes, leurs valeurs, leurs convictions. On parle d'engagement finalement, on parle de transmission, mais surtout, on parle d'humain. Et là, aujourd'hui, on reçoit Monsieur Poidomani. J'ai le plaisir de pouvoir accueillir Étienne. Alors, c'est quoi ton histoire ? Mais avant de s'aventurer sur ton histoire, sur ton chemin, sur ton parcours, il y a une petite partie qui est le speedrun question qui va nous permettre finalement, et aux auditeurs, aux spectateurs, de pouvoir te cerner un petit peu plus. T'es prêt ? Absolument. Ok. Je sens la compétition là, je sens je sens un état d'esprit. Ok, je suis prêt à répondre à toutes les questions que tu vas me poser là. Allez, ton prénom. Il faut. Étienne. C'était Ton dur âge. ça. Ah ouais, c'était dur. Hein. 26 ans, c'était beaucoup plus dur. C'était plus dur. J'ai vu que tu as levé. Ta profession. Je suis doctorant. Ok. C'est pas vraiment une profession encore. Hein, non, c'est pas une profession. C'est pas une profession. Mais disons que c'est ton statut aujourd'hui. C'est ça. Ok. Guidé par la raison ou par les émotions ? C'est une bonne question ça. Je dirais 80-20. 80 raisons, 20 émotions. Pourquoi ? C'est vraiment un choix conscient, sélectionné, et en même temps, c'est quand même quelque chose qui fait profondément sens pour moi et que j'ai envie de faire. Mais c'est pas non plus que de l'émotion, dans le sens où c'est pas que du plaisir, c'est pas que de la volonté, il y a un calcul derrière, quoi. D'accord. Et être reconnu par ses pairs ou plutôt inspirer les plus jeunes ? Plutôt inspiré. Je pense que la transmission, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plus plaisir. Je n'ai jamais vraiment été très porté sur la reconnaissance. Mais la transmission, c'est quelque chose de très satisfaisant. Puis dans la transmission, c'est surtout le partage, en fait, je trouve, qui est très agréable. Et voyager seul ou voyager toujours accompagné ? Je fais à peu près du 50-50, je dirais. Je sais pas si c'est vraiment un choix. J'aime bien les deux, pour des raisons différentes. Je pense que pour le repos, c'est mieux seul. Et encore, non, pas forcément. Mais c'est toujours très stimulant de voyager accompagné, c'est toujours très intéressant. Donc les deux ont des attraits différents, je dirais. Est-ce que tu es plutôt du genre à te dire œil pour œil, dent pour dent, ou plutôt à tendre la joue de droite ? Clairement, œil pour œil. Tu rigoles, tu me connais assez pour connaître la réponse. J'aime pas trop tendre la joue. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ? Ou du moins les raisons qui te poussent à penser ça ? C'est une bonne question. Je sais pas si je saurais pourquoi. Mais comment dire, en peu de mots, c'est un peu comme dans la théorie des jeux, tu vois. Je sais pas si t'es familier avec ça. En gros, la stratégie optimale, c'est le tit for tat sur le long terme, parce qu'on a plusieurs itérations. Parce que, en gros, ce que tu veux, en fait, c'est traiter les gens comme ils te traitent. Si quelqu'un te met une tarte et que tu t'en la joues, en fait, il va juste continuer à te mettre des tartes. Donc, ce que je fais, c'est que je pars toujours d'une position que j'essaie d'être le plus naïf possible. Et puis après, j'avise en fonction de la personne, quoi. Du coup, si la personne, elle est sur de l'œil pour œil, je suis sur de l'œil pour œil. Je vais pas tendre la joue, quoi. Je vais réciproquer, en fait. Ouais. Autant que je peux. D'accord. Et si tu devais choisir
Tu dirais la vérité en toutes circonstances ou plutôt mentir en toutes circonstances? Ouais, non, clairement, moi, vérité à 100%. Ouais. Ouais, tout le temps. Et selon toi, toutes les vérités sont bonnes à dire? Ou Non. il y a des vérités qu'il vaut mieux dissimuler? Toutes les vérités sont pas bonnes à dire, mais je préfère pas les dissimuler. Je préfère prendre le parti de tout dire, d'assumer qui t'a cassé. Mais je trouve que c'est beaucoup plus dur de dire la vérité, c'est sûr. Il y a plein de moments où c'est beaucoup plus simple et ça peut paraître même comme une échappatoire de mentir. Mais clairement, dire la vérité, c'est la stratégie optimale pour la croissance. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord. Et si tu devais choisir, là encore une fois, plutôt voir le futur ou revivre le passé? Voir le futur, clairement. Pourquoi ça? Je sais pas, c'est marrant, ouais, parce que ça m'est venu spontanément et en même temps, c'est pas forcément si facile à expliquer derrière. Je sais pas, le passé, c'est passé, quoi. La pire explication de l'univers. Non, en fait, t'as quelque part le contrôle sur ton passé, tu vois, dans le sens où tu l'as vécu, tu peux le réinterpréter comme tu veux. Le futur, ça dépend totalement de tes actions et de comment tu te positionnes. Et du coup, en fait, voir le futur, c'est jamais qu'avoir des informations supplémentaires, tu vois. C'est jamais qu'être aguerri sur un sujet, c'est jamais que être renseigné. Donc, en fait, au final, pour moi, voir le futur, c'est un peu la même chose que faire de la recherche, en fait. Tu vois, c'est un peu les mêmes objectifs. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Alors que à retourner dans le passé, en fait, c'est... Déjà, le passé, il est fini, tu vois. Tu peux que tourner en rond, finalement, sur ton passé. Tu vas pas créer du passé. Alors que du futur, pour le coup, tu as vraiment le contrôle dessus et on sait pas combien de temps il va durer, le futur, tu vois. Enfin, ton futur. Ouais. D'accord. Et puis, ouais, le futur, de manière générale, c'est ça aussi, je pense, qui est vachement cool, c'est que le futur, il va bien au-delà de ton futur, tu vois. Tu peux influencer le futur bien au-delà de ce que toi, tu fais directement. Alors que ton passé, il est fixé, quoi. Trouver les mots justes pour consoler quelqu'un ou faire un câlin et se taire? Faire un câlin et se taire. C'est pas toujours optimal de trouver les mots justes. Je suis pas très bon à consoler, je crois. Je suis meilleur à conseiller, mais les conseils, c'est un peu particulier parce que faut être prêt à les recevoir aussi. Donc, dans un premier temps, je préfère faire un câlin et me taire, et après, si l'autre est réceptif, conseiller. D'accord. Est-ce que l'amour est toujours inconditionnel? Pour moi, il y a clairement des deux. On revient un peu sur la question de temps de l'ajout, tu vois. Si t'es dans la plupart des relations, c'est pas possible d'être dans un amour inconditionnel parce que c'est dangereux, en fait, tu vois. C'est la même raison pour laquelle les relations fusionnelles, ça dure pas et ça peut même être destructeur. C'est que ça permet pas une vraie réciprocité dans la relation, en fait, contrairement à ce que ça pourrait laisser penser. Alors que si tu poses des limites, si tu dis non, si tu fais ça, même si je t'aime, je vais plus pouvoir passer du temps avec toi, tu encadres la relation et tu mets des limites qui sont juste pour toi. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour inconditionnel. Je pense qu'il y en a quand même. Et je pense pas que ce soit non plus une mauvaise chose de le supprimer. Je pense que c'est une mauvaise chose de vouloir le supprimer ou de vouloir l'éviter à tout prix. Par exemple, j'ai pas d'enfant encore, mais je vais en avoir. Et je pense que l'amour que tu as pour tes enfants, il est pratiquement inconditionnel. Moi, j'ai vu ça, en tout cas, par exemple, de mes grands-parents italiens. Il y a une forme d'inconditionnalité dans leur amour qui est bien, justement, pour grandir, mais qui est pas... tu peux pas établir une vraie relation comme ça. C'est-à-dire que la relation avec mes grands-parents, elle a toujours été asymétrique. Et c'est bien, c'est sain quand tu te développes. Mais dans le monde adulte, ça fonctionne pas. Tu peux pas avoir des attentes aussi démesurées d'un côté comme de l'autre, tu vois. Et pareil, tu vois, l'amour inconditionnel, ça crée des conditions où en fait, tu peux un peu faire ce que tu veux. Alors que, encore une fois, le monde adulte, mature, c'est pas ça. C'est pas faire ce que tu veux quand tu veux, comme tu veux. Sinon, il n'y a rien qui marche, quoi. Et pour toi, la célébrité ou la notoriété? Sincèrement, je préférerais aucun des deux. J'aime pas trop l'idée. Je trouve qu'il y a deux éléments. Il y a une forme de... comment dire, de grosse responsabilité qui vient avec ça, déjà, qui n'est pas forcément facile à porter. Et de deux, une partie de perte de contrôle de ton image et de quitter. À partir du moment où ton image est trop publique, sans aller dans l'anonymat, tu vois, mais entre l'anonymat et le fait d'être complètement connu, tu as une grosse variation qui fait que dans l'anonymat, c'est pas forcément bon parce que si personne contrôle tes actions,
c'est pas forcément bon pour toi non plus, tu vois. T'as quand même envie qu'il y ait des gens qui te disent, bah là, tu fais de la merde. Mais si t'es tellement connu que tout le monde te dit, soit tu fais de la merde, soit ce que tu fais, c'est excellent, au bout d'un moment, ça sert plus à grand chose non plus, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a un entre-deux où t'as envie d'être connu des gens qui sont importants pour toi et pas forcément au-delà, tu vois. Pour moi, c'est ça un peu le maximum de notoriété que je veux. C'est ça, en fait. C'est que s'il y a quelqu'un qui m'intéresse, avec qui j'ai envie d'établir un lien, j'ai envie que la personne me connaisse, mais c'est tout. C'est juste pour faciliter le lien, en fait. J'ai pas envie que ça aille au-delà. Et comment tu définis, toi, la notoriété, la célébrité? Alors, je sais pas s'il y a vraiment une différence pour moi dans les deux. Ce serait plus en termes de connotation. Pour moi, la célébrité, t'as plus un aspect... comment dire? Ce serait plus un truc de personnalité. C'est-à-dire, les acteurs, par exemple, c'est plus la personne, en fait. C'est une forme d'idolâtrie, en fait, tu vois. Là où la notoriété, c'est vraiment lié à une action, pour moi. En tout cas, c'est les connotations qui me viennent en tête. Je sais pas si ça correspond à l'étymologie et au vrai sens du mot, mais pour moi, la notoriété, ce serait plus ça. C'est plus... on a pris conscience de la qualité de ta production et c'est ça qui parle pour toi, quoi. Là où la célébrité, c'est plus ton nom qui parle pour toi. Mais je pense que les deux se rejoignent. D'accord. Et si tu pouvais choisir, parler toutes les langues ou comprendre toutes les émotions? Je pense que c'est plus difficile de parler toutes les langues, donc je choisirais parler toutes les langues. Tu choisirais? Ouais, parce que comprendre les émotions, comment dire? Déjà, il y a une partie qui est quand même accessible. Naturellement, tu vois, on est câblés pour ça. Enfin, pas tous de la même manière, évidemment, mais on est tous câblés pour ça. Et t'as pas forcément besoin d'accès à toutes les émotions, en fait, tu vois. Si t'as quelques émotions clés chez la personne, je pense que c'est suffisant pour décoder et pour réussir à avancer. D'accord. Alors que parler toutes les langues, c'est cool. L'argumentaire claqué au sol, vraiment. Eh ben, on entend et on comprend totalement ce que tu veux dire. Si tu pouvais revivre un seul moment de ta vie passée, ça serait lequel? Alors ouais, je sais pas du tout comment répondre à cette question. J'ai essayé de m'y pencher, mais je pense pas qu'il y a un seul moment que j'ai envie de revivre, en fait. C'est très difficile pour moi. Je trouve que vraiment, ce qui fait la richesse de l'expérience de vie, c'est clairement la diversité, la pluralité des expériences. C'est pas... il n'y a pas une expérience, une sensation, une émotion singulière qui prend le dessus pour moi. C'est pas, en fait, même, ce serait même l'inverse. Tu vois, s'il y avait que ça, elle perdrait son sens très vite, je trouve. Les vraies joies, elles existent parce qu'avant, t'étais pas en vraie joie, quoi. Si t'es à ce niveau de joie tout le temps, bah, c'est plus ton niveau de joie, c'est juste ton niveau basal, tu vois. Donc, je pense que c'est pas possible de choisir une seule expérience. Il faudrait choisir un créneau ou une plage assez large, tu vois, pour avoir un peu de tout. Ce que tu viens de dire, ça me rappelle à un philosophe qui disait qu'on se rend compte de la lumière, de la présence de la lumière seulement parce qu'il y a eu de l'ombre quelque part. Ouais. Et finalement, pareil, on se rend compte de la présence de l'ombre seulement parce qu'il y a eu de la lumière quelque part. C'est pareil, finalement, on peut mettre ça sur la joie. On se rend compte qu'on est en moment de joie parce qu'à un moment donné, on ne l'était pas. Exactement. Et à l'inverse, on est triste et on se rend compte qu'on est triste parce qu'à un moment donné, on était heureux. Donc, ouais, je vois tout le sens de ce que tu viens de dire. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plein d'émotions comme ça. Mais le bonheur, de manière générale, j'ai l'impression qu'il est construit, évidemment, sur les émotions positives, mais aussi beaucoup sur l'absence d'émotions négatives, tu vois. Et aujourd'hui, si tu pouvais dîner avec quelqu'un de mort, de vivant, peu importe, qui ça serait? En général, à cette question-là, je pense à Leonardo da Vinci, parce qu'il y a un truc vraiment... il y a une force créatrice chez lui et une vision qui est hallucinante et que pour le moment j'ai l'impression de voir ou d'avoir entendu parler chez personne d'autre, tu vois. Parce qu'il y a un truc vraiment chez lui où il y a cette effervescence. C'est justement, on parlait de pluralité, tu vois, des expériences. Lui, il allait vraiment dans tous les sens tout le temps. Il y a un truc tellement large. Après, je sais pas si ce serait très intéressant de parler avec lui parce qu'il était très clairement TDAH. Ça se trouve, il était juste en train de partir dans tous les sens. Il était incapable d'avoir une conversation correcte. Mais ouais, je pense qu'il doit y avoir un truc intéressant. J'aimerais bien, j'allais dire saisir, c'est peut-être un peu
trop demandé, mais voir en tout cas en lui, tu vois, cette espèce de lueur de force aussi, parce qu'il y a un truc profondément puissant dans cette capacité de création. Aujourd'hui, imagine toutes les contraintes que tu peux avoir, on te les enlève. Qu'est-ce que tu fais pendant une semaine? Bah, je pense que c'est pas extrêmement loin de ce que je suis en train de faire maintenant. Juste, en fait, je le ferai plus efficacement, quoi. En tout cas, c'est ce que j'aime croire. Après, je crois aussi que toutes les contraintes, c'est un peu trop demandé. J'aimerais pas qu'on retire toutes les contraintes parce que ça risque de... Encore une fois, je pense que sans contrainte, on se perdrait, tu vois. Sans aucune contrainte. Il y a plein de choses qui perdraient leur sens. Et puis en tant que scientifique, tu vois, je pense que tout l'intérêt de la science, c'est justement de se limiter à cette contrainte qu'est la réalité, tu vois. Tout notre rôle en tant que scientifique, c'est ça, en fait, c'est de tâter la réalité. Et du coup, bah, si la réalité, elle te donne plus de contraintes, bah, ça avance pas non plus, tu vois. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, que tu veux vraiment. En fait, c'est un peu une forme de... C'est le mot combat qui me vient en mots, je sais pas si c'est le meilleur... De confrontation? Ouais, une confrontation. C'est un peu une forme de confrontation entre des idées et la réalité, quoi. Et de voir ce qui en sort. Je vois totalement. Maintenant, quand on te cerne un petit peu plus, Étienne, on va regarder derrière toi. On va regarder derrière toi parce que c'est souvent là, dans ce regard en arrière, qu'on mesure le courage qu'il a fallu, les choix qu'on a fait, les valeurs qui nous ont portés. Et donc, revenir ici, dans ton cas, à l'origine, à ces moments qui t'ont formé, à ces choix que tu as dû faire et qui t'ont marqué, pour qu'on puisse comprendre finalement d'où tu viens et qui t'es aujourd'hui. Alors, Étienne, c'est quoi ton histoire? Mon histoire Moi, j'aime bien commencer dans l'ordre chronologique. Eh ben, allons-y. Je suis né en Italie. Donc, la moitié de ma famille est italienne, l'autre moitié est française. Et je suis arrivé en France peu de temps après, quand mes parents se sont séparés. Je suis arrivé, comme si c'était moi qui l'avais fait. Ma mère est rentrée en France, avec moi et mon petit frère, qui n'était pas encore né à ce moment-là. Et du coup, ma vie a commencé entre l'Italie. J'ai peu de souvenirs, mais en même temps, peu de souvenirs clairs, j'ai envie de dire, mais ça m'a profondément marqué. Je pense déjà la culture locale, l'ambiance, l'environnement. Bon, en fait, tout ce qui concerne l'Italie, en fait, je crois, de manière générale. Et puis surtout, ma famille là-bas, en fait, qui était... je parlais de mes grands-parents tout à l'heure. Mes nonni, du coup, qui ont vraiment eu un rôle très, très important dans ma construction et qui étaient extrêmement présents. Et je pense que même si je m'en souviens pas très bien... d'ailleurs, un de mes tout premiers souvenirs, une des toutes premières images que j'ai, je devais avoir... j'ai moins de 3 ans, du coup, c'est sûr. Et je me souviens qu'on était dans cette maison à Vasto, du coup, et il y avait mon grand-père qui s'asseyait en face de moi dans mon petit fauteuil qui devait faire 50 cm de large. Du coup, ça me faisait mourir de rire. Et puis, on avait une discussion, tu vois. Donc, je sais qu'ils ont été très présents et que ça a beaucoup joué dans mon développement. Puis après, je suis arrivé en France et du coup, c'était un peu une perte de repères. Moi, j'avais 3 ans, donc c'était pas non plus dramatique. Et puis, je parlais déjà français. Mais c'était quand même un changement de pays. Je me souviens pas très bien, mais je me souviens que je me sentais rarement à ma place, tu vois. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas la définition de souvenir nécessaire, pas assez de précision dans mes souvenirs. Mais c'était un peu, il y avait toujours un peu ce décalage. Et puis à l'école, très vite, en fait, j'ai commencé à sentir vraiment profondément ce décalage entre moi et les autres élèves. C'est marrant parce que jusqu'à à peu près mes 6 ans, je dirais, il y avait un peu ce truc à un moment où c'était une sensation étrange, un peu... un peu de tristesse, je dirais, du fait que d'un côté, tu vois, j'avais des potes, je jouais bien, tout se passait bien en termes d'école, tu vois. Mais d'un autre côté, j'avais l'impression que c'était je sais pas, de déjà avoir trop de contrôle là-dessus, tu vois, et que ça me satisfaisait pas. Je sais pas comment dire, c'est un peu particulier comme... mais ouais. Et après, du coup, j'ai changé d'établissement parce que c'était à la fin de la maternelle, c'était un autre établissement, peu importe. Et le CP, ça a été compliqué. J'ai eu une prof très maltraitante qui m'a pas du tout aidé à apprécier l'école. Du coup, c'était un peu particulier comme année. Et juste après ça, j'ai passé une classe. Et du coup, là, j'ai rechangé le bâtiment parce que après le CE1, c'était
Le CE2 était dans un autre bâtiment. Et là, ça a été vraiment le CP était déjà difficile. Je pense en partie à cause de cette prof-là. Et en partie aussi parce que je crois que chez moi, ça devait pas très bien se passer. Et j'ai pas énormément de souvenirs précis, mais je sais que... si, en fait, j'ai quelques souvenirs. Je sais que j'étais pas très, très heureux à ce moment-là. Vraiment, c'était pas... mon enfance, de manière générale, n'a pas été très heureuse. Et là, c'était vraiment un moment où c'était très... C'était dur, quoi. Il y avait... il y avait plein de choses qui allaient pas. C'était un peu compliqué. Et du coup, entre ça et l'école où j'avais cette prof, du coup, maltraitante, c'était vraiment pas très agréable. Et puis après ça, du coup, j'ai passé une classe, donc il y a eu vraiment un fort déracinement parce que j'ai perdu tous mes potes. J'étais plus jeune, puis je suis de fin d'année, donc en fait, j'avais pratiquement 2 ans de différence avec la plupart des gens. Et puis à cet âge-là, en plus, déjà que je suis pas extrêmement grand, ça fait une grosse différence, tu vois. Physiquement, j'étais vraiment... je devais faire une tête de moins que tous les gens de ma classe, tu vois. Donc c'était particulier, c'était vraiment particulier. Il y a eu énormément de solitude à ce moment-là. Ça a été très difficile. Et en même temps, d'un autre côté, de manière assez intéressante, j'en ai pas non plus un si mauvais souvenir que ça. Parce que ça a aussi été une grosse période de construction, du coup, et de réflexion, tu vois. Tout ce temps de solitude, que ce soit en cours ou à la récré, parce qu'en cours, je me faisais beaucoup chier aussi. Du coup, il y a plein de moments où je déconnectais un peu et je pensais à mes trucs, tu vois. Et du coup, j'étais très souvent en réflexion. Et du coup, déjà à ce moment-là, je commençais à vraiment beaucoup réfléchir. J'avais vraiment des grosses questions existentielles, tu vois. Déjà avant ça, en fait, ça, j'en ai pas le souvenir. Mais c'est ma mère qui me disait que quand j'avais 4 ans, par exemple, tu vois, j'avais très peur de la mort, tu vois. Je voulais pas aller me coucher, par exemple, parce que j'avais peur de mourir dans mon sommeil. Est-ce que tu avais rencontré quelqu'un t'avais eu cette expérience-là autour de toi? Dans mes souvenirs, non, il n'y avait pas eu de décès dans ma famille à ce moment-là. Donc je sais pas trop d'où ça sortait. Je sais pas trop pourquoi. Mais du coup, il y avait ce truc vraiment de peur existentielle chez moi déjà avant avant mes 6 ans, du coup, à partir de 4 ans. Et du coup, quand j'étais en CE2, donc j'ai dû rentrer, j'avais 7 ans du coup en CE2, ouais, c'est ça. Mes 7-8 ans. Ça, c'est vraiment... amplifié, c'est pas le mot, mais c'était vraiment une grosse période de réflexion, en fait. Tu vois, où j'ai vraiment l'impression d'avoir posé beaucoup de bases de mon fonctionnement, en fait, et de ma personnalité à ce moment-là. J'ai vraiment eu une réflexion profonde qui a fait que j'ai établi plein de choses, plein d'objectifs pour moi-même aussi, tu vois. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser vraiment à mon futur, à ce que j'avais envie de faire dans la vie, au fait que je voulais avoir un impact, au fait que je voulais faire des choses qui avaient du sens, tu vois. Je pense que c'était un peu une forme de lutte, en fait, en soi. C'était un peu une forme de manière d'exister. C'était cette volonté j'ai envie de dire de prendre de la place. C'est pas exactement ça, parce que c'est pas l'idée, mais de faire quelque chose, en tout cas. D'exister à travers des actions plus que mon existence à ce moment-là, puisqu'en fait, du coup, j'étais malheureux, quoi, donc j'avais envie de me sortir de là. Et donc, ma scolarité a un peu continué comme ça. C'était un peu... C'était le bordel. À partir de là, j'ai un peu eu du mal à raccrocher en termes de sociabilisation, on va dire. Là où avant, j'avais plein de potes, ça se passait très bien et tout. Et à partir de ce moment-là, je commençais à être beaucoup plus en décalage avec les autres. Parce que du coup, ceux de ma classe, même s'ils étaient plus vieux que moi, j'avais toujours ce décalage d'avoir l'impression qu'on s'intéressait pas forcément aux mêmes choses, on n'avait pas forcément les centres d'intérêt. Et puis en plus de ça, il y avait un vrai décalage de maturité sur d'autres trucs, parce que j'avais entre 1 et 2 ans de différence avec la plupart des gens. Donc c'était particulier. Et donc, ma scolarité, ça n'a pas été facile. À partir de là, ça a été vraiment... c'est passé plein de trucs chiants. Globalement, le collège, pareil, c'était vraiment relou. Il y a eu plein de périodes très désagréables. Et en arrivant au lycée, en fait, du coup, l'été entre le collège et le lycée, donc j'étais très turbulent aussi, faut dire. C'est pas... comment dire ? C'est pas juste l'environnement. Moi aussi, j'avais une forme d'énergie, on va dire. Mais ouais, j'étais très souvent collé, très souvent... en retenue, j'avais des observations, je devais changer de carnet de temps en temps. Voilà, quoi. J'avais une vie bien remplie. Mais ouais, c'était un carnet bien rempli. Surtout le carnet bien rempli, ouais.
Ouais, mais c'était pas particulièrement fun. J'en garde vraiment pas ouais, j'ai pas particulièrement de bons souvenirs de la primaire ou. Enfin, à partir du moment où j'ai passé une classe jusqu'au collège, c'était pas très agréable. Et puis, ouais, du coup, cet été, entre le collège et le lycée, je me suis dit, bon, là, on arrive au lycée, il faut se prendre en main, ça peut plus continuer comme ça. Et puis, il y avait eu un peu ce truc aussi où à chaque étape, tu vois, il y avait toujours un prof, par exemple, le prof de CM2 qui disait ah, vous allez voir, quand vous allez arriver au collège, ça va être super différent, ça va être un niveau au-dessus, il va vraiment falloir vous accrocher. Du coup, moi, j'étais content, tu vois, j'étais excité. Je me disais, putain, c'est cool, enfin, un petit challenge, tu vois. Ça va être intéressant de devoir vraiment se mobiliser, de devoir réfléchir et tout. Puis en fait, j'arrivais au collège, j'étais super déçu. Ah ouais. Ouais, j'étais en mode, c'est naze. Je me faisais chier tout autant. Et pareil, entre le collège et le lycée, tu vois, ils étaient en mode, ouais, le lycée, ça n'a rien à voir, c'est super sérieux et tout. Vraiment, il va falloir vous accrocher, vous donner et tout. Et puis pareil, tu vois, j'arrive au lycée, en fait, je vois, ouais, il n'y a aucune diff, quoi. En fait, c'est vraiment, je n'ai pas senti la diff. Mais je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Je crois que c'est parce que j'étais profondément malheureux socialement, tu vois, j'avais pas de vrais amis. Les relations que j'avais au collège, c'était hyper toxique, c'était des gens... je pense que ils ont été très, comment dire, repoussés par mon comportement un peu turbulent et tout. Et du coup, ils me gardaient un peu dans un entre-deux, tu vois, genre on est potes mais pas vraiment... Et moi, j'avais pas du tout les outils, la réflexion, la maturité suffisante pour déjà comprendre que mon comportement les gênait. Et de deux, de réussir à corriger la direction, tu vois, ou à même juste changer de groupe, tu vois. Et le truc aussi, c'est que j'ai toujours été très, très extraverti. Et ça a jamais changé. Du coup, je connaissais à peu près tout le monde, mais j'étais pas forcément pote avec la plupart des gens et j'avais très peu d'amis, tu vois. C'était... Il y a une grosse différence entre le fait que je connaissais tout le monde, mais j'étais pas forcément, j'avais pas vraiment beaucoup de liens profonds, tu vois. Enfin, c'est même pas tant le fait de pas avoir d'amis, c'est surtout l'impression que les relations que j'avais étaient très confrontationnelles, tu vois. Il y avait beaucoup de toxicité, il y avait beaucoup de choses désagréables, en fait, vraiment, de coups bas, enfin, ouais, plein de trucs pas cool, quoi. Après, je pense que malheureusement, c'est un peu l'expérience générale du collège pour beaucoup de gens, ça. Où t'as t'as du harcèlement, t'as tout ce genre de choses. J'ai jamais été harcelé de manière récurrente, tu vois. J'avais pas un bully, heureusement. Et du coup, entre l'été de... Ça fait 15 fois que je fais un trailer de ce truc. C'est une dinguerie, attention. Bientôt devant cinéma. L'été 2012. Des chains Poilomani. Exactement. Ouais, non, je sais pas trop ce qui s'est passé cet été-là. Du coup, j'avais 13 ans. Je pense que c'est la puberté qui s'est passée. Je pense que mon cerveau était en train de bouillonner. Et du coup, je me suis vraiment posé. Je me souviens que c'était chez Nonne, du coup, ma grand-mère italienne à Vasto cet été-là, où j'ai vraiment... Ouais, il y a vraiment eu à nouveau ce truc de réflexion profonde existentielle en mode, ok, dans quelle direction je vais ? De quoi est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce que je fais ? Et de me poser, tu vois, et de faire un peu un bilan de ma vie à ce stade-là. Et d'être en mode, bon, mes relations, c'est de la merde. J'aimerais bien avoir des vrais liens sociaux parce que je suis quelqu'un de très sociable, donc j'ai envie d'avoir des gens autour de moi. Donc j'ai envie d'un peu de recommencer au niveau des relations. Donc j'ai envie de me comporter d'une manière qui fera que ce sera plus facile de me faire des potes, tu vois. En gros, d'arrêter de faire le con tout le temps et de balancer des trucs dans la classe, par exemple. Et... du coup, ça, c'était la première étape. Et puis, il y avait surtout une grosse redéfinition de mes objectifs. C'est vraiment à ce moment-là que j'étais en mode, OK. Genre, comme je disais tout à l'heure, déjà, autour de mes 7-8 ans, j'avais déjà une idée que je voulais avoir un impact, que je voulais faire quelque chose d'important pour l'humanité, tout ça. Et en fait, à ce moment-là, je l'ai vraiment redéfini plus clairement. Tu vois, je me suis dit, ouais, en fait, le seul chemin... j'avais toujours un peu voulu être scientifique. Je sais pas, je crois qu'à mes 6 ans, j'avais cette vague idée d'être chirurgien, mais très vite, ça a été remplacé par la science. Je sais pas d'où ça sortait, parce que y a personne de scientifique dans ma famille. Enfin, je veux dire, il y a personne qui a même un Master 2 dans ma famille, donc c'est vraiment très loin de toutes ces considérations-là. Mais ouais, je sais pas. J'ai senti que dans la recherche, dans la science, il y avait un truc... je pense que c'était le concept, en fait, de recherche. Le concept d'être en quête permanente de savoir. C'est ça, en fait, qui m'attirait vraiment. Et j'avais déjà, à ce moment-là, cette sensation profonde de me dire que c'était la seule chose qui pouvait me satisfaire, quoi. Qu'il n'y a aucun autre métier dans lequel je serais pleinement satisfait.
Parce que j'aurais toujours cette faim, tu vois, j'ai pas le mot, cette niaque, ce besoin de plus, tu vois. Et que si c'est pas un truc qui évolue vraiment en termes de connaissances, en termes d'approfondissement, je me ferais chier, quoi. Et que de toute façon, j'arriverais même pas à suivre. Que j'arriverais pas à me passionner pour un truc qui est pas passionnant pour moi, quoi, tout simplement. Et du coup, à ce moment-là, je me suis vraiment dit que la science était le chemin. Et du coup, tout au cours de cet été, et puis après, un peu au niveau de la rentrée aussi, j'ai commencé à vraiment réfléchir à tout ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais vraiment devenir scientifique. À la base, j'avais pas forcément d'idée particulière sur la biologie. J'ai toujours aimé toutes les sciences. Hein. J'ai jamais eu. Je pense que j'ai particulièrement été attrait par la biologie animale quand j'étais petit, parce que j'adorais les animaux quand j'étais petit. J'avais plein de bouquins sur les animaux, sur les insectes et tout. Dès que je pouvais, je demandais à ma mère de m'acheter des bouquins sur les animaux. Ou des encyclopédies. J'avais plein d'encyclopédies chez moi. Je kiffe ça. Très curieux. Ouais, très curieux, toujours. Et du coup, je dévorais ces bouquins-là. J'avais des bouquins sur l'océan, sur les insectes, sur les animaux, sur les mythes, sur plein de choses différentes. Et ouais, donc j'avais toute cette curiosité, mais pas forcément un sens particulier, tu vois. À aucun moment, enfin à ce moment-là, il n'y avait pas du tout cette idée d'être biologiste, tu vois. Je m'en foutais. Par contre, ce qui était important, c'est que j'avais envie de travailler sur le vivant. Je sais pas pourquoi. Je crois que je me suis plus posé la question en mode dans l'autre sens, tu vois. Qu'est-ce qui serait utile pour l'humanité ? De quoi est-ce qu'on a besoin en tant qu'humain maintenant et dans le futur ? Et qu'est-ce qui pourrait nous pousser vers l'avant, tu vois ? Et je sais plus trop pourquoi. Franchement, je me rappelle plus du raisonnement. Mais mon raisonnement à ce moment-là, c'était si on fait pousser des trucs dans des tubes, ça nous aidera de ouf. En fait, il y avait deux approches à ça. Ça, je m'en souviens assez clairement. D'un côté, j'avais très envie de comprendre le cerveau. Et ça, je pense que c'était plus une motivation personnelle. En réalité, j'avais vraiment envie de comprendre cette différence, tu vois. De comprendre pourquoi moi, j'étais aussi différent des autres, tu vois. Pourquoi est-ce que mon cerveau tournait pas pareil, quoi, globalement. Donc, j'avais envie de faire pousser des cerveaux pour comprendre comment ils marchaient. Et de l'autre côté, j'avais cette envie de comprendre de manière générale, enfin, c'est plus que comprendre, de réussir à... J'ai pas de mots précis, mais un peu comme si c'était factoriser le vivant, tu vois. De réussir à produire du vivant. C'était très vague. Je me souviens que j'avais cette image en tête de, par exemple, faire pousser des vaches, tu vois, faire pousser de la viande. À ce moment-là, j'avais cette idée-là qui me venait en tête. Et du coup, c'était un peu un bouillon, tu vois. J'étais en mode, bon, je veux faire pousser des cerveaux, je veux faire pousser des êtres vivants, mais sans vraiment savoir comment, mais avec cette idée profonde que c'était une étape nécessaire pour l'humanité à un moment, tu vois. Je me disais, à mon avis, j'avais ce pressentiment que ce serait un truc très important. Et je me suis dit, j'aimerais contribuer à ça, tu vois. J'ai envie de faire ça. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment essayé de m'axer le plus possible sur cette direction-là. Alors que c'était une direction très large, tu vois, en fait. Hein, parce qu'il n'y avait pas un truc concret. Il n'y a pas une étape concrète pour commencer à faire pousser des cerveaux. Enfin, en tout cas, il y en a un. Il y en a dans la réalité. Mais à ce moment-là, dans ma tête, il n'y en avait pas. À ce moment-là, je connaissais rien à la biologie, tout ça, parce que j'avais ces bouquins-là, mais j'avais pas des bouquins plus poussés sur la biologie. J'avais jamais lu de trucs très avancés, tu vois. J'avais des connaissances très vagues de trucs random, de documentaires, de bouquins, tout ça, parce que j'étais curieux, mais j'avais jamais été orienté dans une direction particulière, que ce soit par une lecture d'un bouquin spécifique ou par une personne, tu vois. Parce que comme je disais, dans mon entourage, il n'y avait pas du tout ça. Il n'y a personne de scientifique de près ou de loin dans mon entourage, donc voilà. Donc il y avait cette idée vague, et du coup je suis arrivé au lycée en me disant, ok, cette année on fait pas de la merde, d'un côté pour le plan social, et de l'autre parce que j'ai envie de faire des trucs qui ont du sens, en fait. Je pense que c'est surtout qu'à ce moment-là, ça venait je pense que c'est pas forcément... c'est positif dans le sens où il y avait cette pulsion de création, mais c'est pas forcément idéal d'avoir cette posture-là en réalité, parce que c'est très vague, tu vois. Et puis surtout, ça venait d'une envie de... Comment dire, de prendre ma place, de servir à la société, ce que je pense qui est bien, mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, c'était plus l'idée de la sensation que concrètement, tu vois, mécanistiquement, comment y arriver, qu'il y avait dans ma tête.
Bon, après, j'avais 13 ans, hein, c'est pas non plus... je pense que c'était à peu près le plus loin que mon cerveau pouvait aller à ce moment-là. Donc, j'ai pas non plus de jugement par rapport à ça. Mais bon, c'était ça, c'était un peu la direction, quoi. Et du coup, bah, j'ai fait mon lycée. Du coup, j'ai arrêté de faire des conneries en cours. Je crois que j'ai été collé juste une fois. Et c'est parce que j'avais un t-shirt marxiste. Donc, ça va. Je me suis bien tenu. J'avais des potes. Je m'entendais bien avec les gens. Mais, ouais, il y avait un truc un peu manquant. Je sais pas pourquoi, mais je commençais à me sentir un peu... Incomplet. Ouais. Et ouais, incomplet, comme une forme de vide, quoi. Et j'ai commencé, je pense que c'est à ce moment-là, il y a toujours eu les jeux vidéo qui étaient très présents dans ma vie, ça a vraiment été, ça et la lecture, ça a toujours été des trucs qui m'ont vraiment, vraiment fait kiffer. Et à ce moment-là, bah, pendant cet été, j'ai énormément joué aux jeux vidéo aussi. Mon quotidien, en gros, pendant 1 ou 2 mois, c'était geeker jusqu'à, je sais pas, 2h du mat, regarder des vidéos jusqu'à 6h du mat et me coucher. Et pendant le reste du temps, réfléchir à ma vie, quoi. Et du coup, c'est un peu resté aussi. En seconde, j'ai commencé à vraiment pas mal jouer. Dès que je rentrais chez moi, en fait, j'allumais un jeu vidéo, tu vois. Je jouais pas mal à Dark Souls à ce moment-là. Incroyable, Dark Souls. Non, je crois que j'ai commencé peut-être l'année d'après, bon, peu importe. Mais j'ai découvert vraiment les premiers jeux vidéo qui m'ont vraiment, vraiment profondément marqué. Bah, avant ça, je jouais beaucoup à Pokémon, à des jeux sur la Game Boy, des trucs un peu à droite à gauche, mais rien qui m'avait, à part Pokémon, qui m'avait vraiment marqué. Et à partir de ce moment-là, je commençais à vraiment m'engager dans les jeux vidéo. Enfin, me faire aspirer. C'est pas, c'était très stimulant. Et du coup, je crois qu'il y a ça aussi. Il y a le fait que, d'un côté, en fait, les cours étaient pas assez stimulants. Parce que, bah, comme toujours, en fait, je me faisais toujours chier en cours. Je faisais pas de conneries, donc je me faisais vraiment chier. Et en fait, il y avait que quand je rentrais chez moi où j'avais un minimum de stimulation. Et même si je m'entendais bien avec les gens, je sais pas, c'était pas extatique non plus, tu vois. Il y avait rien de... Et du coup, mon lycée a un peu continué comme ça. Et à la fin de la première, ça a un peu continué de la même façon, tu vois. Et à la fin de la première, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai un peu décroché. Le dernier trimestre, j'ai arrêté d'y aller. J'ai arrêté d'aller en cours. Et ouais, voilà, quoi. Juste, j'ai abandonné les cours. Et j'ai un peu commencé à lâcher prise et je faisais pas vraiment grand-chose. En fait, je reprenais un peu ce mode de vie où je geekais, je regardais des vidéos, tu vois. Et c'était des trucs intéressants. Je regardais des vidéos documentaires, j'écoutais des podcasts, enfin, des trucs fun. Mais c'était pas non plus... Ouais. Et j'ai commencé à me renfermer un peu sur moi-même, tu vois. Je sais pas trop pourquoi, à partir de la fin de la première. Alors que, d'un point de vue extérieur, en fait, il n'y avait rien qui allait mal, tu vois. Même moi, je comprends pas trop il n'y a pas eu un déclic. Je pense que j'ai profondément glissé vers, comme on dit, dans cette forme d'insatisfaction, de vide, tu vois. Et ouais, je me suis un peu laissé happer là-dedans. Et la terminale, j'ai complètement décroché. J'ai commencé à aller en cours en début d'année. Et puis, je me faisais tellement chier que j'ai juste arrêté d'aller en cours. J'avais juste plus du tout envie d'y aller. Ça me faisait chier, je comprenais plus l'intérêt. Et je pense qu'un des problèmes, c'est que paradoxalement, tu vois, ces objectifs que je m'étais mis au début du lycée, d'un côté, ça créait une motivation, mais vu que c'était très diffus, pas défini du tout, il n'y a pas d'étape, il y avait un peu cette grandeur, tu vois. J'avais ces aspirations de grandeur, de grands objectifs. J'allais aider l'humanité, machin et tout, mais en fait, avec rien de concret derrière. Donc d'un côté, j'avais ces attentes, et de l'autre, j'avais l'insatisfaction des cours qui n'étaient pas du tout assez stimulants. Et du coup, le mélange des deux, ça fait que j'avais l'impression de ne pas avancer. Et au lieu de... Ouais, je sais pas, de trouver des moyens d'avancer, ça m'avait même pas passé par la tête à ce moment-là, tu vois. J'ai juste décroché, quoi. Et sans trop m'en rendre compte, bah, petit à petit, je passais mes journées à jouer, quoi. Et puis, bah, j'avais juste plus aucune motivation, en fait. J'avais plus envie de sortir. J'avais plus envie d'aller en cours. J'y allais de temps en temps. J'allais en cours de physique et de maths de temps en temps, parce que j'aimais bien ça. Puis c'est à peu près tout, quoi. Et du coup, bah, ouais, un peu comme ça, j'ai décroché complètement la terminale. J'ai quand même eu mon bac. Parce que bon. Et que tu travaillais quand même à la maison? Non, pas vraiment. Non. Non, y a quelques fois où, avant d'aller en cours de physique et de maths, je relisais les bouquins. J'ouvrais les bouquins et je regardais les cours que j'avais ratés. Mais c'est tout.
Et je crois qu'une semaine avant le bac, j'ai lu les livres. Puis voilà, j'y suis allé. J'étais en mode, bon, de toute façon, je sais que ça va passer. J'étais pas très inquiet. J'étais blasé, quoi. Et j'ai eu mon bac. Je me suis inscrit à la fac. Parce qu'à ce moment-là, je savais que j'avais pas du tout envie d'aller en prépa. Parce que je savais que de ce que j'en avais entendu parler, en tout cas. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'était assez proche de ce que j'en ai entendu parler après. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée de vraiment de continuité avec le lycée, de travail intense, forcé un peu. J'étais en mode, hors de question. Jamais de la vie. Et de l'autre côté, à la fac, il y avait un programme super intéressant qui s'appelait Parcours renforcé recherche en physique-chimie. Et je me suis inscrit là-dedans parce que j'avais un peu cette image de la fac comme le puits de connaissances, tu vois. Et que vu qu'il y a les profs, je me disais au moins cette fois, même si les cours sont chiants, je pourrais aller discuter avec les profs et aller plus loin, tu vois, approfondir le truc. Sauf qu'en fait, donc je vais à la fac, donc j'ai été pris dans ce parcours-là. Je vais en machin de physique-chimie. Là, la partie renforcée, c'était très très cool parce qu'en gros, c'était un peu comme des cours particuliers. On était une toute petite promo de genre 15-20 étudiants. Et on avait des cours particuliers en plus de maths, de physique, de chimie. Et ça, c'était cool. Et en plus, on parlait de trucs vachement intéressants en maths. C'était pas juste on vous fait bûcher des maths. C'était on réfléchit à des problèmes, on réfléchit vraiment de manière profonde aux mathématiques, tout ça. On faisait des démonstrations, tout ça. Ce qui sont aussi dans le programme des licences de physique-chimie. Hein. Tu as aussi des mathématiques classiques dans lesquelles tu fais des démonstrations et tout. Mais là, c'était vraiment plus avec un axe de réflexion. Enfin, c'était vraiment très intéressant. Mais à côté de ça, en fait, le reste des cours, j'avais l'impression de revenir en arrière. Tu vois, genre par exemple, on avait des cours d'électronique et de mécanique. Les cours d'électronique, on reprenait les puissances de 10, tu vois. Donc j'étais en mode, en fait, on se fout de ma gueule, là, tu vois. C'est quoi ce bordel? Donc j'avais l'impression d'avoir un retour en arrière. Et c'est un peu cette étape, tu vois, il y a un peu ce thème récurrent où à chaque fois qu'il y avait une nouvelle étape dans ma vie, j'étais en mode, putain, ça y est, là, je vais démarrer, je vais pouvoir m'y mettre à 100%, je vais enfin pouvoir m'y donner. Et en fait, là, j'arrive et les cours sont chiants à mourir, quoi. Et du coup, à part les cours de physique et de chimie, même les cours de physique, à un moment, j'ai lâché. Parce que c'était des trucs qui me paraissaient complètement inutiles, tu vois. Et les cours de chimie, j'ai continué parce que j'avais vraiment envie de faire de la chimie. À ce moment-là, je me disais que la chimie, c'était le meilleur moyen d'accomplir mes objectifs, tu vois. Je sais pas d'où j'ai inventé ça dans ma tête, mais à ce moment-là, je me disais qu'en faisant de la chimie, je pourrais éditer le génome et que ça m'aiderait à créer des trucs artificiels. J'étais complètement dans un délire parce que j'en avais parlé avec personne de tout ça, en fait, tu vois. C'était que dans ma tête de gamin, parce que du coup je suis rentré à la fac, j'avais 16 ans aussi, donc j'ai pas forcément une maturité très élevée non plus. Et donc j'avais toutes ces idées un peu complètement chaotiques qui partaient dans tous les sens. Mais bref, mais au moins la chimie ça m'intéressait, il y avait un truc très kiffant dans la chimie. Je pense que à cette époque-là, je regardais Breaking Bad aussi, du coup j'étais en mode ouais, la chimie c'est la voie. Et du coup je suis allé en cours de chimie, mais en fait tout le reste j'ai lâché. Du coup évidemment j'ai pas eu mon année. Et j'étais en mode, ouais, en fait, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé de ouf. Ça m'a vraiment... ça m'a dégoûté. Parce que j'avais l'impression ouais, encore de patauger, tu vois, de jamais avancer. Je me disais, putain, mais c'est trop chiant. Depuis tout ce temps, à chaque fois, on me dit, mais là, ça va être dur, tu vas voir. Va falloir t'accrocher, va falloir travailler et tout. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est toujours des trucs chiants. On reprend des bases. On recommence par des trucs qu'on a appris, genre les puissances de 10, je sais plus à quel programme c'était, mais c'est même pas début du lycée, quoi. Et enfin, tu vois, t'avais toujours ces retours en arrière, en fait, tu vois. D'un côté, il y avait ce discours où les profs étaient en mode, mais non, ça va être... va falloir s'accrocher. Et puis en fait, moi, j'avais cette sensation complètement inverse de revenir en arrière, de devoir reprendre les bases. Parce que surtout à la fac, ils remettent les bases pour être sûr que tout le monde a un niveau, mais du coup, c'est chiant à mourir. C'est hyper relou. Et puis en même temps, de l'autre côté, je pense que j'avais raison aussi par rapport à la prépa. Je pense pas qu'être en prépa et juste bûcher des trucs sans raison, ça m'aurait plu non plus, tu vois. Je pense que j'aurais été plus satisfait au niveau du contenu des cours, parce que ça aurait été plus stimulant. Mais le fait d'être forcé à travailler et à apprendre des trucs en continu, ça m'aurait saoulé aussi. Donc j'étais un peu dans une impasse, tu vois. Et j'ai complètement lâché prise, du coup, parce que je pense qu'il y avait aussi une habitude qui s'était créée à force de geeker toute l'année de terminale. Je m'étais pas installé dans une dynamique de travail du tout, en fait, tu vois. Et donc, à la fac, j'ai complètement lâché prise.
Et du coup, l'année passe, puis plus le temps va et plus je suis en train de lâcher prise, tu vois. Vraiment, il y avait plus rien. Je faisais plus rien, plus aucune activité, parce qu'avant, je faisais au moins du sport, je faisais du théâtre, je faisais des trucs, tu vois. Là, vraiment, à la fac, l'année où je suis rentré à la fac, il n'y avait plus rien de rien. Je faisais rien. Donc décrochage complet, tu vois. Autant au niveau sur le plan social, parce que du coup, au lycée, je m'étais pas vraiment fait d'amis non plus, tu vois. Il y avait quelques personnes que je voyais, mais c'était pas... Si je continuais à aller voir à la fac, tu me diras. J'avais quand même quelques liens. Il y avait Hugo, il y avait Julien du lycée que je continuais à voir. Mais puis à la fac, je me suis fait un ou deux potes. Mais c'était pas... Ouais, en fait, vu que je venais pas en cours la plupart du temps, tu vois, de toute façon, j'étayais pas forcément le lien, tu vois. Ouais. Et puis à côté, moi, j'étais pas forcément producteur de force de proposition, tu vois. Donc ouais, décrochage à tous les niveaux, quoi. Et donc à la fin de l'année, je suis en mode saoulé, je me suis même pas réinscrit, tu vois. Parce que je crois qu'il fallait repasser par Parcoursup. Ah ouais. Du coup, l'ancêtre de... Ça s'appelle comment maintenant l'équivalent de Parcoursup, le truc qui te fait choisir la fac, les prépas, les écoles après le bac, quoi. Du coup, il fallait que je repasse par ça et je m'étais pris trop tard pour les candidatures. Du coup, en plus, je risquais d'être dans un limbo, tu vois, d'inscription parce que j'avais pas envie de redoubler ma licence de physique-chimie. J'étais en mode, ça m'a saoulé, j'ai plus du tout envie de faire ça. Alors que la chimie, j'avais bien aimé, hein. Mais j'étais en mode, ouais, c'est trop chiant. Ah ouais. La première année, elle est trop relou. Par quelques miracles sur la plateforme, j'arrive à m'inscrire en bio. Du coup, je vais en licence de bio cette fois. La raison pour laquelle je vais en licence de bio, c'est que entre deux, je me suis rendu compte. Je sais pas si c'était en parlant à des gens ou encore une fois complètement dans ma tête. Je sais pas trop. Ouais, je pense que c'est un mélange des deux. Un mélange aussi sûrement du fait que je m'étais inscrit à Nature à ce moment-là. Ma première année de licence de physique-chimie, j'avais pris un abonnement à Nature. Du coup, j'avais commencé à lire des articles scientifiques. Et je pense que du coup, j'avais un peu plus une idée de ce qui se passait vraiment dans la vraie science, tu vois. Je commençais à un peu mieux comprendre. D'ailleurs, je recommande vraiment ça pour les étudiants. Je sais pas si ça existe encore, mais à cette époque-là, c'était genre 60 balles l'année. Et tu reçois les vrais prospectus, tu vois. Ça vaut vraiment le coup de faire ça, encore plus, je pense, en début de licence. Parce que ça ouvre vraiment un monde, en fait. De lire par soi-même des articles, c'est tellement différent de tout le reste. Et du coup, le fait de m'être plongé à ce moment-là dans les articles, ça a clairement mis en marche des trucs différents, je pense, en moi. Ouais, je pense que ça a fait quelque chose. Bref, je sais plus trop pourquoi, du coup, mais en partie avec ça, en partie avec les discussions, en partie, je me suis rendu compte, en fait, que ce que je voulais faire, fondamentalement, c'était de la biologie, quoi. En fait, pas ce que moi, personnellement, mais mes objectifs, ça relevait totalement du domaine de la biologie et que ça avait pas de sens de passer par la chimie d'abord. Enfin, après, tous les chemins mènent à Rome. J'aurais trouvé mon chemin si j'étais resté en chimie, hein. Mais fondamentalement, cette discipline-là, ça s'appelle la biologie. Donc je me suis dit, autant juste s'inscrire en biologie, quoi. Et puis, la biologie, c'est cool. Il y a de la biologie animale, il y a de la physiologie, il y a plein de choses très intéressantes. Du coup, c'était pas très difficile de m'intéresser à ces choses-là. Par contre, à ce stade-là, c'était très difficile de me raccrocher au cours parce que ça faisait du coup 2 ans que j'étais en décrochage scolaire, quoi. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre. Vraiment, cette année-là, c'était complexe. Aussi, je pense, parce que quand je suis arrivé et que j'ai vu qu'il y avait encore des cours de maths, de physique et de chimie, j'étais en mode, mais on se fout de ma gueule. C'est quoi ça? Puis en plus, évidemment, les cours de maths, de physique et de chimie, de bio sont beaucoup moins poussés que ceux en licence de physique-chimie. Du coup, j'étais en mode, c'est le même cycle permanent, tu vois. Tu passes à un nouveau truc et en fait, on te refait faire des trucs hyper basiques. C'est hyper frustrant. Et du coup, j'ai décroché. Je crois que je suis allé au cours de biologie animale parce qu'il y avait des dissections. Les TP étaient incroyables. Enfin, c'est très confus tout ça en fait parce que vu que je passais l'essentiel de mon temps à geeker sur mon ordi, j'étais pas forcément... puis je commençais à vraiment être mal à cette période-là. Je commençais à être vraiment très anxieux parce que je sortais pas beaucoup de chez moi, donc puis je passais mon temps à geeker, donc je passais pas forcément du temps à réfléchir à ma vie, à faire des choses activement, tu vois. Et puis du coup, là, avec cette réinscription, j'avais 17 ans, j'allais avoir mes 18 ans au début d'année. J'avais une copine à ce moment-là, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre dans ma vie, tu vois. Donc c'était
C'était compliqué. Du coup, à mes 18 ans, c'était un peu particulier parce que l'année de mes 18 ans, en fait, je faisais pas grand-chose. Hein. Franchement, j'étais j'étais toujours dans mon décrochage, quoi. Et donc, j'ai redoublé l'année de bio. J'ai gardé mon inscription en bio parce que j'avais quand même cette sensation que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et pour le coup, là, il y avait déjà eu un peu ça en physique-chimie où, en fait, je m'étais un peu créé un truc en arrêtant d'aller en cours et en me disant je vais faire comme avec le bac, tu vois. Juste, je lirai les cours la veille et puis j'irai et puis je m'en sortirai. Et en fait, j'ai même pas fait ça. J'ai même pas relu les cours avant d'aller aux examens. Du coup, je suis pas allé aux examens. Tu vois, j'ai un peu raté le coche pendant l'année de physique-chimie. Et du coup, il y a aussi un peu un truc qui s'est créé, une dissociation complète entre mes attentes, tu vois, et un peu un truc... une sorte de désillusion, tu vois, de me dire d'un côté j'avais ces attentes de me dire ouais c'est trop facile, je vais m'en sortir sans problème, et de l'autre en fait je travaillais pas. Enfin c'est même pas que je travaillais pas, j'allais même pas aux examens, quoi. Donc il y a aucun moyen que ça marche au bout d'un moment. Du coup je me suis mis tout seul en situation d'échec sans trop de raison, tu vois. Et il y a un peu ce truc qui a perduré du coup en licence de bio, parce que là pour le coup j'étais anxieux, j'étais un peu dépressif, donc pour le coup j'arrivais vraiment pas à raccrocher. Là j'avais envie d'essayer, mais je savais même plus comment faire, en fait, tu vois. Ça faisait tellement longtemps, j'avais passé 2 ans à rien foutre. Ça faisait tellement longtemps que je savais même plus comment on faisait, en fait, tu vois. Et là, j'ai eu un vrai sentiment d'échec. Parce que je me disais, putain, mais c'est censé être facile. C'est des trucs qui me font chier. Enfin, je me fais chier en cours parce que c'est trop simple. Et de l'autre côté, j'arrive même pas à aller aux examens. Enfin, c'est complètement incohérent, tu vois. Et en fait, c'est parce que non seulement j'arrive plus à aller aux examens, mais progressivement, en fait, j'arrive même plus à aller en cours, tu vois. J'étais à un stade de dépression et d'anxiété où, en fait, j'arrive même pas à sortir de chez moi, tu vois, parfois. C'était vénère. Et... je sais pas trop comment, beaucoup avec l'aide de Delphine, du coup, ma copine à ce moment-là. Je raccroche un peu progressivement, du coup, ma deuxième, enfin à ce moment-là, première année, donc après avoir redoublé. Et je vais en cours, je vais à tous les cours, sauf les cours de physique et de maths. Enfin, non, je crois que je suis allé à quelques cours de maths. Je suis pas allé au cours de physique parce que j'étais en mode vraiment, c'est du foutage de gueule. Mais j'ai fait un deal avec moi-même, tu vois. Je me suis dit, ok, les cours de physique, ça te fait vraiment chier parce que c'est vraiment trop basique, mais tu te forces quand même à aller aux autres cours. Tu te forces. Que tu aies envie ou pas, t'y vas. Et aussi, les cours de physique, ils étaient le matin. Donc, ça a rajouté une difficulté parce que le matin, c'est toujours très compliqué pour moi. Et du coup, je me suis forcé à aller en cours et ça a marché. Juste en allant en cours, tu vois, je prenais pas forcément des notes. J'étais pas un très bon élève, hein. J'ai jamais été un élève extrêmement assidu, mais juste en allant en cours, ça allait, quoi. Puis du coup je m'en sortais aux examens, ça passait, et du coup j'ai eu mon année. J'ai même eu une note plutôt correcte, je sais plus trop quel était mon classement, mais bon, c'était ok, tu vois. Et du coup j'étais plutôt content, tu vois, et là j'ai commencé à redémarrer un petit peu. Puis à la fin de cette année-là, Delphine m'a largué, et c'était horrible. Pas juste parce qu'il y avait ce break-up, évidemment c'était ma première relation, donc mon premier break-up, donc c'était difficile, mais surtout parce qu'en fait à ce moment-là, je pense que j'ai vraiment pris conscience du vide qu'il y avait dans ma vie et que j'avais complètement remplacé soit par les jeux vidéo, soit par Delphine, quoi. Et j'étais en mode putain, en fait j'ai rien. J'ai pratiquement pas d'amis. Il y avait genre 2 personnes, quoi, 2-3 personnes, même pas. Et c'est même pas... j'ai pas envie de dire que c'est pas des amis parce qu'aujourd'hui ça l'est, mais à cette époque-là c'était juste des potes, en fait. C'était limite des connaissances, tu vois, parce qu'en fait on se fréquentait pas vraiment, tu vois. C'était des gens avec qui je passais je sais pas, on devait se voir 2 fois par an, tu vois. Donc c'est pas vraiment la définition d'un pote ou d'un ami. Bon, après, c'est plus compliqué que ça, évidemment, les amitiés. Mais bon, à ce moment-là, en tout cas, j'étais solo, quoi. Et du coup, je me rends compte après cette séparation que j'ai rien. En plus, Non, à ce moment-là, donc mon grand-père commençait à être sénile. Et c'était vraiment lui et Non, du coup, ça a toujours été un peu mes seuls repères, en fait. Ça a toujours été un peu les seules personnes sur qui je pouvais vraiment compter dans ma vie. Et du coup, tout ça ensemble, j'étais vraiment, putain, mais il y a un énorme vide qui s'est créé. J'étais en mode, j'ai plus rien, en fait. J'ai rien du tout. J'ai pris conscience du fait que qu'il me manquait plein de choses, quoi. Et du coup, j'arrive en 2e année de licence. Donc, j'avais 19 ans, je fais mes 20 ans pas longtemps après. Et entre ce moment-là, entre la rentrée et mes 20 ans, je rencontre plein de monde. Parce que je me force. Je me dis, en fait, j'étais tellement mal. J'étais à un niveau d'anxiété tel
que l'été où je me suis fait larguer, j'arrivais plus à manger. J'étais plus capable de manger, tu vois. J'arrivais plus à manger, j'avais des spasmes, enfin j'étais faible physiquement, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je crois qu'à ce moment-là, je faisais après cet été, je faisais 50 kilos, tu vois. Donc vraiment, pas en bon état, quoi. Et je me prends en main, je me force. Je m'inscris à la salle, je vais voir des gens. Enfin, je m'inscris à la salle, c'était la salle de la fac, mais en gros, c'est l'idée, quoi. Je me force à sortir, à rencontrer des gens, de quelconque manière que ce soit. Tu vois, je me force à faire des événements. Je regarde sur Facebook, à ce moment-là, les événements qui existent autour de moi, et juste, je vais à des trucs random. Et puis petit à petit, en fait, heureusement, je suis quand même très extraverti. J'ai facilement le contact avec les gens. Puis surtout, j'avais une pote à ce moment-là qui était très sympa, Léa, qui m'incruste un petit peu, qui était dans le BDE, qui m'incruste un petit peu dans ces trucs-là et tout. Enfin, c'est le BDE, c'est ouvert, tu vois, mais elle m'incruste dans quelques soirées, elle me montre un peu les gens et tout, elle me fait rencontrer les gens. Et du coup, ça fait un peu un nœud à partir duquel je commence à rencontrer les gens. Et puis de proche en proche comme ça. Puis avec la rentrée après, ça c'était un peu avant la rentrée, il y avait quelques activités du BDE, des trucs de pré-rentrée, quoi. Et puis après, avec la rentrée, je rencontre mes camarades de classe. Ça, c'était la rentrée de la deuxième année de licence. De la deuxième année de licence. Ouais. Okay. Et ouais, du coup, je commence à rencontrer des gens. À ce moment-là, je rencontre Jules, avec qui on commence à parler beaucoup et à passer énormément de temps ensemble. Donc là, je fais l'intégration aussi du BDE. Donc là, je rencontre d'autres gens qui sont vraiment encore des amis aujourd'hui, comme Célien, comme Rafi. Et je crois que je rencontre Sarah aussi à peu près à ce moment-là. Et du coup, je commence à avoir des vrais liens sociaux, tu vois. Je commence à vraiment connaître des gens, à avoir des potes, quoi, des amis. Et ma vie reprend un petit peu, tu vois. Et franchement, j'ai l'impression que mes 20 ans, c'est un peu le vrai départ de ma vie, tu vois. C'est un peu le moment où, du coup, en fait, les choses commencent, tu vois. Parce que j'ai une vraie vie. Genre, je sors, j'ai des amis, je fais des trucs. Enfin, tout ça, c'est des choses que je faisais avant, mais pratiquement jamais. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si j'étais jamais sorti, comme si j'avais jamais eu d'amis non plus. Mais tellement, de manière espacée, et puis surtout, je passais mon temps chez moi, en fait, à rien faire. Là, je commence à vraiment sortir, à faire des choses, à avoir une vie, et ça reprend un petit peu, du coup, quoi. Et en fait, à partir de là, ma vie commence un peu à suivre son cours, tu vois. Je fais ma vie tranquille, j'ai des amis, je rencontre Iris à ce moment-là. Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, et puis ça avance, quoi. Après, la 3e année, du coup, je pars en Erasmus, en Italie. Entre deux, je crois que je fais partie du BDE, du bureau des étudiants de l'assaut de Lille. J'organise quelques trucs qui, après, sont repris par d'autres gens. Hein. J'ai pas fait ma contribution n'était pas gigantesque, mais en vrai, c'était cool. Enfin, je commence à faire plein de choses et vivre un peu, quoi, de manière générale. Je crois que je m'étais inscrit au tir à l'arc aussi à ce moment-là, des trucs comme ça, des trucs random. Je faisais juste je me forçais un peu à sortir et à faire des choses, quoi, à être actif, à rencontrer des gens, même si c'est pas forcément des gens avec qui j'avais des affinités particulières, tu vois, mais à me forcer un peu à être dehors. Et ça marchait très bien. Du coup, ma vie, elle, continue un petit peu comme ça, quoi. Et du coup, ma 3e année de licence, c'est ça, il y avait l'Erasmus. Après, bon, il y a eu le Covid, malheureusement. Ça n'a pas été facile. Parce que du coup, j'étais confiné. Du coup, j'ai fait 6 mois à Rome. Après, du coup, j'ai dû rentrer en France. Et je suis resté chez ma mère, du coup. C'était un peu particulier, c'était pas très agréable. Mais je continue à faire du sport. Le truc qui était cool, c'est que avant le confinement, je m'étais acheté des haltères, je m'étais acheté plein de trucs parce que j'avais commencé à aller à la salle. Et du coup, je fais ça. En fait, pendant le confinement, je fais ça. J'apprends le piano pendant le confinement. Je me chauffe pour apprendre le piano. Malheureusement, Nonno meurt à peu près à ce moment-là. Et là, je m'écrase un petit peu. Et donc, il y a plus, genre, je me souviens même plus, franchement. Il y a un peu une coupure de signal. Heureusement que c'était le confinement, que c'était le Covid et qu'à la fac, ils étaient complètement paumés parce que je crois que je redécroche à ce moment-là. Je pense que j'ai complètement arrêté de suivre les cours. Je faisais plus grand-chose. Donc bon, finalement, le Covid, c'était pas forcément... tu me diras, il est mort aussi à cause du Covid, donc bon. Mais ouais, c'était particulier, mais bon. On s'en est sorti, quoi, on survit. Hein. Par rapport à ce que j'avais traversé avant, en fait, c'était
c'était vraiment pas le plus dur. J'ai eu un peu peur de retomber, mais en même temps, pas vraiment. Puis je me suis inscrit en master. Et à ce moment-là, du coup, pendant ma licence, j'avais commencé progressivement à vraiment beaucoup plus m'intéresser aux neurosciences. Pendant mon Erasmus aussi, j'avais pu... Le truc qui est très cool, c'est que quand tu fais un Erasmus, tu choisis tes cours. C'est un peu à la carte. Parce que il n'y a pas de programme prédéfini dans la plupart des facs pour les Erasmus qui correspond à ton programme de chez toi. Donc en gros, les profs me disent un petit peu, tu fais à ta sauce, faut juste que ce soit vaguement, que ça corresponde vaguement au cours que tu aurais eu si tu faisais ta licence à Lille, quoi. Et du coup, c'est vachement cool parce que ça me permet de... Je prends les trucs fondamentaux, tu vois, que tu es obligé de faire, genre biochimie, chimie organique, immunologie, des trucs dans le genre. Et puis à côté, en fait, je prends par exemple des cours de neurobiologie, tu vois, qu'on n'avait pas à Lille. Et du coup, c'est vachement cool parce que du coup, je suis des cours de neurobiologie de master pendant ma licence, tu vois, pendant mon Erasmus. Et pareil, il y avait des séminaires et tout. Là, ça commence vraiment à me faire rentrer dans le monde de la neuroscience. Et du coup, je commence à vraiment prendre plaisir à ça parce que je sais pas trop à quel moment dans ma licence, mais j'ai commencé à m'orienter un peu plus vers la partie neurosciences en me disant que de ces objectifs que je m'étais fixés entre, en gros, faire pousser des vaches, quoi, et faire pousser des cerveaux. Je sais pas trop comment ça s'est fait, mais je me suis vraiment beaucoup plus orienté vers le cerveau. Je pense que c'est pour ça, c'est peut-être ça aussi la partie émotion, c'est que c'est pas totalement calculé. Il y a cette partie de calcul, du coup, parce que je me suis posé quand j'étais petit, du coup, quand j'avais 13 ans, pour vraiment réfléchir à ça et d'essayer de trouver un truc qui faisait sens pour moi. Mais il y a aussi cette partie d'émotion, parce que c'était pas forcément le trajet optimal, tu vois, de faire la neuroscience, mais ça me parlait plus. Il y a ce truc dans la neuroscience, dans le développement, dans la partie psychiatrique, qui m'a toujours beaucoup attiré, parce que je pense qu'il y a vraiment ce besoin profond de comprendre le cerveau humain, en grande partie parce que j'ai envie de comprendre ce qui constitue les différences entre les individus, tu vois. J'ai vraiment envie de comprendre comment les différences interpersonnelles apparaissent. Et du coup, ça m'a toujours attiré, tu vois. Ça m'a toujours tiré vers ce truc-là. Et du coup, je commence à vraiment m'orienter vers les neurosciences. J'avais fait beaucoup de stages aussi en licence, c'est important de le dire, je pense aussi, parce que c'est quelque chose qui m'a ouvert énormément de portes. J'ai eu la chance aussi, j'ai eu une rencontre très importante. C'est Slava, Vyacheslav Lenki, le docteur Vyacheslav Lenki, j'espère qu'un jour il sera professeur, qui a été vraiment un enseignant incroyable. Donc c'est un enseignant-chercheur à l'université de Lille qui m'a vraiment pris sous son aile. C'était pendant, je sais plus si c'était la première ou la deuxième année de licence. Je crois que c'était la première année de licence et je sais pas trop comment, je sais pas pourquoi, mais il m'a repéré, moi et un autre pote, Otto. À ce moment-là, il était en mode vous avez l'air intéressé par la recherche. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la recherche, venez, je vous explique un peu comment ça marche et tout. Je vous montre comment on cherche des papiers, comment on cherche des labos et tout. Et du coup, en fait, il m'intègre vraiment en fait dans ce monde-là, tu vois, parce qu'en fait jusque-là, j'avais lu des articles, du coup, comme je disais, je m'étais inscrit à Nature, je lisais déjà des articles scientifiques et tout ça, je l'avais fait par moi-même, hein, spontanément. Je sais pas d'où ça sortait, mais d'une partie de mon crâne, je m'étais mis à faire ça. Et là, c'est vraiment le premier moment où il y a quelqu'un qui m'axe vraiment sur mon parcours et qui me dit vas-y, fais ça. Et si tu as envie de faire ça, faut le faire comme ça. Et je pense que ça a été un gros push, parce que du coup, ce moment-là, ce moment de la L1, le moment où j'étais en train de raccrocher en fait ma vie, tu vois, c'était un moment où il y avait quand même beaucoup d'incertitudes, parce qu'il y avait ce sentiment d'échec, il y avait ce sentiment de difficulté, cette anxiété, tu vois. Donc j'étais en cours de raccrochement pendant ce moment-là. Et je pense qu'il m'a vraiment aidé à mettre un coup d'accélérateur là-dedans, parce que du coup, dès ma première année de licence, j'ai pu faire un stage avec lui. Il m'a aidé aussi à demander un stage dans un autre labo de Lille, le labo de Stefania Maccari, qui était très cool, qui travaille sur les neurosciences, qui m'a permis aussi de voir plein de choses. Et du coup, en fait, ça a vraiment été un gros coup de boost pour ma construction, en fait, parce que ça m'a permis de rentrer dans les labos. Et là ça a démultiplié ma motivation. Parce qu'une fois que j'ai commencé à voir comment ça marchait dans les labos, j'étais en mode putain, mais ça m'a soulagé, en fait. Tu vois, j'étais en mode putain, mais en fait, oui, j'avais eu la bonne intuition. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. C'est vraiment ça que je dois faire, tu vois. C'est ça qui fait sens pour moi. C'est d'être dans un labo, de faire de la recherche. C'est pour moi, tu vois.
Et du coup, j'en dois beaucoup à Slava, puis à Stéphane, et puis à tous les gens après qui m'ont aidé. Et du coup, j'ai fait pas mal de stages en licence. Et je pense que ça a aidé aussi, tu vois, à avoir mon master, du coup, parce qu'après, du coup, j'ai candidaté pour le master de neurosciences de Paris, dans lequel j'ai rencontré un certain Dursia Masuku, entre autres personnes, on y viendra. Et ouais, du coup, je pense que ça m'a vraiment aidé à rentrer dans le master. Je sais pas à quel point, je serais pas capable de quantifier. Mais d'un côté, sur le CV, je pense que ça fait une différence, mais surtout, en fait, en termes d'état d'esprit, ça fait une différence énorme. Moi, j'étais sûr, du coup, que je voulais aller faire de la neuroscience. J'étais sûr que j'avais envie de faire ça, de m'orienter vers ça. J'avais vraiment, de la hargne, quoi, tu vois. J'étais en mode, ouais, je vais faire de la science, je vais faire ça. Et j'avais vraiment, c'est le moment de motivation le plus élevé de ma vie, je crois, en fait. Tu vois, j'étais vraiment en mode, putain, je suis trop chaud, j'ai trop envie de faire ça. Et du coup, j'ai été pris dans ce master, j'étais trop content. Et je pense que là, c'est la première fois où j'étais pas déçu en arrivant en cours. Il y avait quelques trucs que j'avais déjà vus à travers mes stages, à travers les articles que j'avais lus, mais c'était pas pareil qu'avant. C'était pas un retour en arrière parce que c'était abordé par des angles différents. Les profs avaient des apports très différents. Et puis bon, il y a aussi un côté cool aussi où là, vu que la plupart des cours étaient très stimulants, le fait de, sur certains cours, déjà connaître des trucs, ça me permettait un peu de lâcher et puis de pas être à 300%, tu vois, c'était assez chill. Et du coup, le master, ça a vraiment été... ça a été incroyable. C'était vraiment... là, sur tous les plans, c'était génial. Sur le plan social, parce que, comme je disais, j'ai rencontré un certain monsieur. Et puis les autres gars aussi, évidemment. Hippolyte, Thomas, Merwan... les fameux, l'équipe de choc, et puis tous les gens du master. Il faut mentionner aussi évidemment la petite Alessia, qui n'est pas si petite que ça, faut que j'arrête de l'appeler comme ça, et que du coup que je connaissais déjà de la licence. Et ouais, ça a formé... au niveau social, c'était incroyable, parce qu'on a eu une vie fantastique, vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé pendant ce master. Je pense que... ouais, le fait que avec toi et puis avec les gars, on est matché direct, ça a fait un noyau. Ouais. Et puis après, avec Alès aussi, qui était greffé à ce truc-là, ça a fait un noyau qui a permis un peu à tout le monde de se greffer dans le master, j'ai l'impression. Du coup, ça a fait une ambiance incroyable, quoi, dans laquelle il y avait un truc super vivant. Enfin, socialement, c'était incroyable. C'était vraiment... c'est un peu le groupe, du coup, la tribu que j'avais jamais eue, quoi. Tu vois, c'était trop cool. C'était incroyable, c'était hyper kiffant. Puis niveau des cours, c'était très intéressant. Vraiment, ça me faisait kiffer. Et puis pour la première fois, en fait, j'avais l'impression de pouvoir accélérer, tu vois. De pouvoir, si je voulais, d'avoir enfin l'opportunité. Par exemple, tu vois, on avait le dossier de neuroanatomie. Du coup, où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait dans ce dossier. En fait, c'était très libre. Et du coup, ça, c'était une des opportunités, par exemple, où j'étais en mode, putain, là, enfin, ça démarre vraiment, tu vois. J'avais l'impression de démarrer dans la vie, en fait, aussi, à ce moment-là, tu vois, d'une certaine façon. C'est comme si ma vie avait commencé quand j'avais 20 ans, tu vois, et puis après, avec le master, il y avait le début de ma vie active, en fait, quelque part, tu vois, où je pouvais vraiment me donner dans quelque chose. Et parce que c'était quelque chose de concret, tu vois. Le dossier de neuroanatomie, il fallait choisir un thème et faire, en gros, une review. Donc, c'était un vrai truc... concret, quoi. Et le fait que ce soit concret, ça faisait aussi que je pouvais m'y donner. Et du coup, je me suis éclaté là-dedans. C'était trop cool. J'ai fait un dossier sur la schizophrénie qui était hyper intéressant. Enfin, le dossier, je sais pas s'il était intéressant. J'imagine, j'ai pas eu une mauvaise note. Mais les recherches derrière étaient hyper intéressantes. Et ouais. Et du coup, dans ce master, j'ai vraiment eu l'opportunité de commencer à vraiment me donner dans les trucs. Et puis pareil, les stages de Master 1, du coup, on avait 2 stages dans notre master, ce qui est très cool. Franchement, je recommande vraiment de faire des stages parce que c'est la vraie vie, quoi. En fait. Pour le coup, le master est vraiment bon. Il y a vraiment des cours qui étaient très intéressants et je pense qu'il y a des trucs qui me servent encore un peu aujourd'hui, même si, bon, évidemment, après, quand on fait une thèse, on dépasse très largement tout ça. Mais ce qui me sert encore maintenant, c'est toutes les expériences de labo que j'ai eues. Par contre, ça, c'est irremplaçable parce que
pas seulement en termes de connaissances, mais encore une fois, surtout en termes de posture, en fait. Ça crée vraiment quelque chose. Le fait d'être dans cette dynamique de recherche, d'être inclus dans les équipes de recherche. Et puis, en fait, le fait d'être stagiaire, c'est aussi une opportunité incroyable parce que c'est pas toujours facile de trouver des stages quand on n'est pas déjà niveau master parce qu'on produit pas forcément de choses. Mais du coup, c'est aussi une opportunité très intéressante pour l'étudiant parce que c'est très encadré, il y a une direction, il y a des gens qui supervisent, qui apportent des connaissances, donc c'est une façon d'apprendre. C'est vraiment un cheat code. Franchement, ça permet d'apprendre tellement 1000 fois plus vite que... C'est vrai que c'est une approche totalement différente d'aller en stage. Quand on va en stage, c'est pas parce que tu as eu des notes catastrophiques dans les cours théoriques finalement que tu vas pas réussir tes stages. Exactement. Et inversement, tu peux avoir des notes incroyables quand tu es en cours et arriver en stage et te foirer vraiment totalement. Ouais. C'est ça. Tu as vraiment deux aspects dans la recherche, mais en fait, je pense que ça doit être pareil à peu près partout, tu vois. C'est entre la partie pratique, technique, vraiment de production physique, tu vois, où tu fais des expériences, tu fais des choses avec tes mains. En fait, là-dedans, la partie théorique, c'est pas qu'elle est pas importante, comme tu dis. Elle peut servir, mais en fait, elle peut servir aussi parce que quelqu'un d'autre te l'explique, tu vois. Exactement. En fait, il y a aussi ça, c'est que t'es aussi... t'es jamais complètement seul. Le mythe du scientifique seul, aujourd'hui, en tout cas en biologie, il n'existe pas. Et du coup, même si sur la partie théorique, par exemple, t'es pas très bon, il y a des gens qui vont t'expliquer, en fait. Bon, évidemment, si tu veux faire une thèse après, si tu veux faire plus, il va falloir que tu sois capable aussi de comprendre tout ça. Mais fondamentalement, comme tu dis, en fait, c'est ce qui te bride en cours, ça va pas forcément te brider en stage, et vice-versa. Et du coup, c'est très utile parce que ça t'ouvre plein de perspectives. Et du coup, tu peux même, au contraire, te plaire beaucoup là-dedans et te rendre compte que tu as beaucoup plus de capacité, par exemple, à la paillasse, donc en faisant des expériences, en faisant des manips, que en cours, par exemple. Pour plein de gens, je pense que ça peut être le cas aussi, parce que c'est des trucs complètement différents. T'es dans du physique, t'es dans du concret. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est beaucoup plus parlant aussi d'être dans du réel, quoi. Donc c'est vraiment, les stages, c'est clairement une opportunité incroyable. Je pense qu'il y a une balance aussi, parce que si tu arrives en stage et que tu n'as aucune connaissance théorique, ça va être un gros poids pour les encadrants. Du coup, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des bases théoriques. Totalement. Et c'est pour ça aussi que c'est des bases. C'est pas forcément important d'être le meilleur de la classe en théorie. Je pense que ça change rien, en fait, fondamentalement. Ce qui est important, c'est d'avoir les bases, de comprendre, en fait, d'avoir assez pour pouvoir avancer. C'est un peu comme apprendre une langue. Si, je sais pas, mettons, tu vas aller au Japon, t'apprends vite fait l'alphabet, t'apprends les quelques phrases de base, et puis après, en fait, c'est les gens là-bas qui vont t'apprendre. Si tu connais rien du tout, ça va être très chaud, et les gens vont pas forcément vouloir parler avec toi, parce que, en plus, le Japon, c'est un bon exemple, ils parlent pas forcément tous anglais, ou ils ont pas forcément tous envie de te parler anglais. Mais si t'as déjà un minimum et qu'ils voient que t'essaies, les gens seront motivés de t'apprendre. Parce que la transmission, encore une fois, c'est cool. Je pense que la plupart des gens, s'ils sont socialement à l'aise, ils auront envie de transmettre tout ça, ils auront envie d'aider les nouveaux. Donc, il y a toujours ce truc de transmettre. Il faut juste le minimum nécessaire, quoi. Une fois que tu as le minimum nécessaire, franchement, faut aller en stage, quoi. Totalement. Ça, c'est clairement un truc qui change tout. Et du coup, c'était incroyable. Et puis, du coup, j'ai pu négocier aussi, parce que justement, je pense que le fait que j'avais déjà de l'expérience, ça jouait beaucoup dans la balance. J'ai pu négocier un stage long. Donc, on avait 2 stages de master qui étaient censés être 2 stages de 2 mois. Du coup, moi, j'ai négocié un des 2 stages pour qu'il dure 5 ou 6 mois, je sais plus. Enfin, tout jusqu'à la fin de l'été, quoi. Et du coup, j'ai été rémunéré aussi, tu vois. Bon, évidemment, la rémunération de stage, c'est rien du tout. Ouais. Mais quand t'es étudiant, en fait, c'est gigantesque. Parce que moi, mes revenus, c'était le Crous et les APL. Donc, rajouter 600 balles à ça, c'était incroyable. Ouais. Puis évidemment, j'avais dû bosser l'été avant pour avoir les thunes, pour pouvoir venir en master. Donc, ça aussi, c'est une opportunité incroyable. Faire un stage long, ça permet 6 mois à 600 balles, ça fait quand même 3600 €. Ouais. C'est globalement 2 mois de job d'été, quoi. Donc, voire plus en fonction de ton job d'été. Donc franchement, c'est des opportunités incroyables. Puis parce que, encore une fois, en termes de posture, d'apprentissage, de connaissances, c'est inégalable. Et du coup, ce stage-là de M1, il était vraiment incroyable. Et puis du coup, après vient le M2, j'ai eu l'opportunité de faire des cours absolument incroyables, l'Institut Pasteur, qui sont vraiment... ça aussi, c'est vraiment une dinguerie. Je pense que c'est les meilleurs cours que j'ai jamais eu de très très loin. Parce que le mix de la partie théorique qui est enseignée par des directeurs de recherche, qui sont des directeurs de labos très importants à peu près partout en France, voire même à l'étranger, on en avait des États-Unis. Donc c'est des gens qui ont vraiment
une expertise très poussée de leur domaine. Donc en fait, même s'ils font un cours qui est évidemment beaucoup plus simple que leur expertise, ils ont une vision, une transmission qui est complètement différente de celle des profs qu'on a jusque-là, en fait. Parce que c'est les experts. Les experts, c'est eux. Donc, avoir l'enseignement directement à la source comme ça, c'est une chance incroyable. Et à côté de ça, dans les cours Pasteur, il y a les TP l'après-midi qui font qu'en fait, tu as le meilleur aspect théorique et tu as le meilleur aspect pratique parce qu'on fait tout. Ouais, du coup, c'était vraiment une opportunité incroyable de pouvoir avoir ces cours. Pareil, le reste des cours du M2 était vraiment incroyable. Et puis dans le M2, du coup, dans un master de recherche, c'est vraiment le moment où on a le stage qui, en théorie, amène à la thèse. C'est pas forcément obligatoire à ce moment-là de continuer sa thèse dans le même labo, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, en général, je pense que c'est même pas la plupart des cas. Parce que la plupart des bourses sont obtenues en dehors de l'école doctorale, en réalité. Donc, puis même, tu as des gens à l'école doctorale. Enfin bon, bref, du coup, je fais mon stage dans le labo dans lequel je suis actuellement. Et puis après, j'ai fait le concours de l'école doctorale que j'ai eu. Et voilà. D'accord. Je me retrouve en thèse. Voilà mon histoire. Merci Étienne d'avoir partagé ton parcours. Là, Avec plaisir. la trajectoire, les voies que tu as apprises. Et on va revenir sur quelques points clés. Et éventuellement, j'aurai quelques questions pour toi, histoire d'aller un peu plus loin encore. La première question, c'est lié aux relations humaines que tu as pu avoir. Tu as parlé pas mal de l'amitié, les relations que tu as eues, les relations sociales que tu as pu construire, que tu n'as pas réussi à construire aussi pendant un certain temps. Pour toi, qu'est-ce que c'est l'amitié ? Pour moi, l'amitié, je pense que c'est vraiment fondamentalement un lien de réciprocité. C'est une espèce de contrat tacite qui dit « je suis là pour toi si tu as besoin ». Pour moi, c'est ça, l'amitié, fondamentalement. Et c'est ça, du coup, qui te manquait durant pas mal de temps Ouais, clairement. Ouais, clairement. Jusqu'à mes 20 ans, en fait, j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir d'amis. Encore une fois, comme je disais, il y avait quelques personnes qui étaient là. Il y avait Hugo et Jules, par exemple. Jules, pas encore Julien. Mais en fait, j'avais pas vraiment investi la relation de mon côté, forcément. Et eux, forcément, non plus de leur côté, parce que c'était très diffus, quoi. Donc, ouais, cette période-là, c'était une période sans amitié, globalement. Je pense que, ouais, j'ai eu quelques potes, mais en fait, c'était très particulier. Par exemple, même en primaire, tu vois, j'ai eu des amis, mais c'était des amitiés très on-off, où on se perdait de vue très rapidement, je sais pas. C'était un peu bizarre. Aujourd'hui, tu es doctorant, tu vas finir dans un an, ça, à peu près. Si tu ne faisais pas ce métier de docteur en recherche, ou si tu ne faisais pas de recherche fondamentale de manière générale, qu'est-ce que tu ferais selon toi ? Je pense que, en vrai, c'est une question importante que je me suis posée parce que la raison pour laquelle je peux faire ça aussi, c'est grâce au système français qui nous file de l'argent, clairement. Parce qu'on va pas se mentir, j'aurais jamais eu les moyens sinon d'étudier, je pense, dans un autre pays. Parce que il faut bien financer son logement et sa nourriture. Et du coup, j'ai pas mal réfléchi et je pense que j'aurais fait de l'entrepreneuriat, en fait. Je crois que j'aurais monté une boîte, je sais pas trop de quoi, je pense d'électronique ou d'informatique ou j'aurais fait... je pense que j'aurais pas fait de prêt. J'ai horreur de l'idée de prêt, de la dette de manière générale. Donc je pense pas que j'aurais payé une école. Mais ouais, je pense que j'aurais fait ça. Je pense que j'aurais commencé par un job. Tu vois, je serais rentré dans une, j'en sais rien moi, la Fnac ou dans un truc de réparation d'électronique, un truc comme ça. Et puis après, en accumulant l'expérience, en accumulant l'argent, j'aurais petit à petit fait une petite boîte. Mais je pense qu'il y aurait eu un gros manque de mon côté. Parce que comme je disais, il y a vraiment toujours eu ce sentiment de mon côté de vouloir plus, tu vois. Plus de connaissances, d'approfondir. D'accord. Si tu regardes, ta trajectoire, tout ce que tu as vécu, les différentes étapes auxquelles tu as dû faire face et que tu as traversées, est-ce qu'il y a un moment donné, tu t'es rendu compte de quelque chose que tu pensais avant, mais en arrivant à cette étape-là, dans cet écosystème-là, dans cet environnement-là, dans cette situation-là, tu t'es dit, en fait, ce que je pensais, c'était totalement faux.
Je sais pas si c'était aussi clair ou aussi dramatique que ça, mais ouais, il y a eu plusieurs étapes. Bah, par exemple, le moment où je suis rentré au lycée, c'était un peu ça. C'était un peu un moment de reset général, tu vois. Je pense pas qu'il y a un truc en particulier où je me disais ça, c'est faux. Mais en tout cas, dans ma façon d'être, il y a clairement un truc qui a switché, tu vois. Et pareil, avant le master, je pense qu'il y a eu un truc, du coup, comme je disais, j'ai travaillé l'été. Ouais, même avant, en fait, j'avais travaillé un peu en licence, j'avais fait un peu de tutorat. Et dans ces moments-là, il y avait un truc, ouais, qui je sais pas, qui a commencé à prendre le germe. Mais avant le master, il y a eu un nouveau reset, tu vois. Je pense que c'est plus comme ça, moi, que je le verrais. Enfin, en tout cas, dans mon fonctionnement, ça s'est passé comme ça. C'est pas des moments où j'étais en mode ça fonctionne pas ou ça c'est faux. C'est plus des moments où j'étais en mode on recommence. On reprend à zéro, on reprend les bases. Je suis une nouvelle personne. Enfin, pas une nouvelle personne, mais je pars sur de nouvelles bases d'une façon différente. Et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Et cette renaissance, ce sentiment de renaissance que tu as éprouvé, qu'est-ce que ça t'a procuré? Est-ce que tu saurais décrire comment tu as accueilli la différence, je sais pas, de personnalité, de comportement qu'il y a eu entre avant et après? Énormément de liberté. Je pense que c'est vraiment le sentiment principal que j'ai eu après ce switch et ce moment où je me suis un peu jeté dans le vide, du coup, dans le nouveau. C'est vraiment un sentiment profond de liberté et de possibilité, tu vois, d'avoir accès à plein de choses, de perspectives qui s'ouvrent. Vraiment, ouais, c'est ça. D'étendue, de liberté, d'espace. Je pense que c'est vraiment ça ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et tu as dû changer plusieurs fois d'environnement. Déjà, tu es parti en Italie pour ton Erasmus. C'était en licence. Ouais. Et tu es venu sur Paris pour le master. Est-ce que tu avais des craintes avant de partir en Italie, par exemple? Et quand tu es revenu, tu avais des craintes pour revenir à Lille, en France? Et pareil, quand tu es arrivé sur Paris, est-ce que tu avais des craintes, des a priori avant d'arriver à chacune de tes destinations? Pas du tout au moment de partir. Au moment de partir en Italie, au moment de partir à Paris, c'est même complètement l'inverse. J'étais surexcité. J'étais en mode, mais ça va être trop cool. J'ai trop hâte. J'aimais pas du tout Paris à ce moment-là, avant de venir à Paris. Parce que justement, quand j'étais à Rome en Erasmus, j'avais fait quelques allers-retours parce que Iris habitait à Paris. Et la ville me plaisait pas du tout, mais je m'en foutais. J'étais en mode ça va être trop cool. Justement, ce sentiment de liberté, de nouveauté, de découvrir, ça prenait au-dessus de tout, quoi. J'étais en mode mais ça va être trop bien. J'avais trop kiffé. Ça veut pas dire que j'ai pas galéré, c'était très dur. Parce que par exemple, quand je suis arrivé à Rome, j'ai énormément de chance. J'ai une des amies d'amis, ouais, on peut dire ça. Des amis de la fille de mon beau-père, voilà, c'est ça, qui m'ont hébergé un moment, ce qui m'a permis de prendre pied un peu sur Rome et de trouver des logements. Mais en fait, au final, j'étais complètement solo à Rome, dans la rue. J'ai passé je sais pas combien d'heures, combien de journées à chercher des appartements en allant dans la rue, sur les sites et tout. Donc c'était pas facile, c'était vraiment une période difficile. Puis mes parents m'aidaient pas du tout. Du coup, j'étais complètement solo sur ces trucs-là, donc ça a vraiment pas été facile. Au moment où j'étais là-dedans, j'étais vraiment en mode putain, ça fait trop chier, c'est horrible. Mais avant et après, j'étais en mode c'est trop bien. Ouais. Et quelle relation t'entretiens aujourd'hui entre ces événements passés, cette situation dans laquelle tu étais et aujourd'hui? J'y pense pas trop, franchement. Ce moment, du coup, il y a eu un peu pareil quand je suis arrivé à Paris, où je faisais des allers-retours depuis Lille. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'été, il y a des abonnements TER qui coûtent vraiment pas cher. Je crois que c'est genre même pas 20 balles par mois, un truc comme ça. Et du coup, j'ai pris ça et je prenais le TER du coup, de Lille à Paris tous les jours. Ah ouais. Je faisais l'aller-retour tous les jours pour faire des visites d'appartements. C'était horrible. J'étais au bout de ma vie. J'étais en train de crever, vraiment. C'était trop chiant. Puis les visites d'appartements à Paris, putain, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et du coup, ouais, j'ai vraiment douillé à ce moment-là. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, c'est pas... Déjà, j'y repense pas vraiment. En fait, j'y repense pas souvent. Et puis, je m'en fiche un petit peu, en fait. Tu vois, je l'ai traversé, c'est derrière moi, tout ça. Ça va sûrement réarriver, hein. Quand je repartirai de Paris, parce que je pense qu'il y aura un moment, forcément, où je vais sortir de Paris. Même si je pourrais me voir, peu importe. Mais il y a un moment où je vais devoir sortir de Paris, j'y pense pas vraiment, tu vois. Quand j'y serai, je le ferai, et c'est tout. C'est un peu cette mentalité-là, en fait, je pense aussi qui m'a
qui m'a aidé, c'est j'ai trouvé un moyen, tu vois. Même si j'étais tout seul, même si j'avais pas de thunes. C'est à ce moment-là aussi que quand tu te jettes dans le vide comme ça, que tu récupères toutes tes ressources aussi, quelque part, tu vois. C'est dans ces moments-là que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider, que tu sais faire certaines choses que tu ne savais pas que tu pensais faire. Donc c'est vraiment en se jetant dans le vide qu'on apprend. Sur ton chemin, tu as fait des rencontres, tu as eu des changements de personnalité, de perspective. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, pour arriver quelque part, tu as dû trahir qui t'étais? Ou tu as dû cacher un petit peu finalement, tu as dû te désaligner avec la personne que tu étais? Non, je pense vraiment pas, au contraire. Et je pense justement que c'est ça un peu qui s'est passé pendant le lycée. Cette phase-là où j'ai essayé un peu de me contrôler, de me réprimer, je me suis pas trahi, mais je me suis pas complètement laissé m'exprimer, tu vois. Et c'était très désagréable. Et sinon, en dehors de ça, non, j'essaie le plus possible d'être le plus vrai possible, dans tous les sens possibles. Et surtout, en fait, le fait d'être vrai, pour moi, tu vois, on parle de vérité, de mensonge tout à l'heure. Le plus important, c'est surtout par rapport à soi-même, en fait. Le moment où tu commences à te mentir à toi-même, t'es perdu pour moi. C'est fini. Je pense que c'est essentiel pour pouvoir garder le cap et pour pouvoir rester soi-même, pour jamais se trahir, d'être clair et honnête avec soi-même, en fait. Je pense que si t'es droit dans tes bottes par rapport à ce que toi, tu penses être juste, sans te voiler la face, en te regardant vraiment en face, en étant capable de te regarder dans le miroir, tu vois, de te regarder toi-même dans les yeux, de te dire, bah ouais, c'est mes valeurs, je pense que tu te trahis pas. Moi, j'ai pas l'impression de m'être trahi, quelconque moment que ce soit. Et j'essaie de faire vraiment attention à ça. Et pour toi, donc, on peut réussir sans se trahir? Ah ouais, 100%. Ouais. C'est même... je pense que c'est même la seule façon de réussir. Je pense que c'est une fausse victoire, en fait, les victoires qui résultent d'une trahison. Que ce soit de soi ou les autres, de toute façon. Je pense qu'il y a il doit y avoir une forme d'amertume, de regret derrière profond. Je pense pas que qui que ce soit à l'aise avec soi-même après s'être trahi. Et disons que si jamais, à un moment donné, tu devais déconstruire quelque chose dans la réussite, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que tu aimerais déconstruire dans le fait de réussir? Le fait que, voilà, la réussite, il y a quelque chose auquel on pense, ou il y a des choses auxquelles on pense, j'aimerais bien déconstruire. Ouais, déjà, quand tu parles de réussite, moi, ça me fait un peu tiquer, tu vois. J'ai pas l'impression de réussir, là. Ça peut paraître con, mais pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Déjà parce que j'aime pas du tout cette idée que la réussite, ce soit quelque chose de concret, déjà. Ça n'a pas forcément de sens. Je pense que c'est un peu une quête continue. Et aussi, surtout, et quand est-ce que tu as réussi? C'est surtout ça, en fait, tu vois. La définition, pour moi, elle évolue tout le temps. Il n'y a pas un moment, même si j'atteins mes objectifs, même si je suis satisfait de ce que je fais, je ne sais pas si j'aurais l'impression de réussir, tu vois. Puis c'est pas mon objectif, en fait, de réussir. Pour moi, en fait, ce qu'il y a à déconstruire dans l'idée de réussite, c'est toute la réussite. Il ne faut pas faire les choses pour réussir. Il faut faire les choses pour les vivre, il faut faire les choses pour grandir, il faut faire les choses parce que ça fait sens, surtout. Je pense que le plus important, en fait, pour moi, c'est ça. C'est parce qu'il faut faire les choses parce que ça fait sens pour soi et pour les autres autour de soi. Si tu fais des choses pour réussir, encore une fois, tu risques de te trahir, tu risques de fausser les gens autour de toi, tu risques de te perdre. La réussite, je pense, c'est peut-être pas une bonne réponse, c'est peut-être pas une vraie réponse, mais pour moi, la réussite, ça n'a aucun sens. Et dans tout ce chemin, est-ce qu'il y a eu un moment qui te vient en tête où tu te dis, tu t'es dit, c'est trop pour moi, j'arrête là? Ouais, pratiquement tout le temps. À peu près tout le temps, en fait. Je crois que c'est marrant comme question. Je crois que, tous ces moments-là, tu vois, où je cherchais des apparts, j'étais en mode, putain, mais je devrais me casser. Je devrais abandonner. Puis en fait, je l'ai fait, c'est passé. À la salle, les premières fois que j'y allais, j'étais en mode, ça fait chier. Puis en fait, j'y suis retourné parce que j'étais trop frustré, tu vois. J'étais en mode, non, j'ai pas envie d'être une merde, tu vois. J'ai envie d'être bien dans mon corps, j'ai envie d'être capable de gérer mes muscles, j'ai envie d'être capable de bouger mon corps, tu vois. Donc, non, j'ai envie de me pousser. C'est marrant, il y a pas longtemps, c'est arrivé justement les vacances que j'ai eues l'autre jour là, avec Fabio. On est allé courir et je cours jamais. Je pense que la dernière fois que j'ai couru, je devais avoir 16 ans, tu vois, pour te dire vraiment à quel point je cours jamais. C'est pas mon truc.
Je suis un minimum sportif quand même, je fais quand même des trucs, mais je comprends pas l'intérêt de courir, tu vois. Et quand je dis que les dernières fois que j'ai couru, c'était quand j'avais 16 ans, la raison pour laquelle je courais, c'était parce que je jouais à Pokémon Go et que je courais pour aller choper des Pokémon, tu vois. Courir sans raison, pour moi, ça n'existe pas. Et du coup, on a couru, c'était horrible. J'avais envie de crever, j'étais au bout de ma vie. Heureusement que Fabio était là, il m'a forcé. Puis en plus, c'était rien ce qu'on a fait, on a fait même pas 4 km, tu vois, enfin vraiment rien du tout. Et j'étais en train de crever. Et pendant tout ce temps-là, j'étais en mode, mais pourquoi tu fais ça? Et puis, je sais pas, le lendemain, tu vois, j'étais en mode, j'avais mal aux jambes. J'avais trop mal aux jambes, c'était horrible. Et puis, en plus, le truc qui est bizarre, c'est qu'encore une fois, je fais un minimum de sport, tu vois. Donc, mon cœur, il allait bien, tu vois. Mes battements cardiaques, je pense que j'ai pas de montre connectée en ce moment, mais je pense qu'ils étaient même pas au-dessus de 150, tu vois. C'était chill, en vrai. Mon esprit, je pense qu'il se faisait chier, tu vois. Mais mes muscles, mes jambes surtout, elles étaient en mode non. Et puis surtout, il y a ce truc de, vu que c'était inhabituel, ça me faisait beaucoup souffrir, tu vois. C'est pas vraiment de la souffrance, je sais pas, bref. Mais ça m'a frustré en fait le lendemain, tu vois. J'étais en mode putain, j'étais naze, j'ai pas envie d'être naze comme ça, tu vois. Alors que courir pour moi, encore une fois, ça n'a pas forcément de sens, tu vois. Il n'y a pas vraiment de moment dans ma vie où ça fera sens de courir, je trouve, tu vois. J'ai pas cette perspective de me dire, il faut que je puisse courir à n'importe quel moment. Puis surtout, si je voulais faire ça, je m'entraînerais plus à faire du sprint. Bon, peu importe. Mais tout ça pour dire que ça n'a pas forcément sens pour moi de courir. Mais en même temps, d'un côté, maintenant, il y a ce truc-là de... Vu qu'il y a cette frustration, j'ai un peu envie d'y revenir, tu vois. Donc j'ai l'impression que, quelque part aussi, quand tu fais quelque chose de difficile, tu vois, il y a aussi ce truc de... Quelque chose de frustrant, quelque chose qui te pousse dans tes retranchements. Sur le moment, t'es en mode, oh putain. Et ça arrive souvent, parce que là, je prends l'exemple de la course, mais ça peut être sur des trucs beaucoup plus subtils. Par exemple, le fait de faire une thèse, fondamentalement, c'est que ça. Faire une thèse, c'est... t'as de la moitié de ce que tu fais. La moitié, je suis gentil. T'as 95% de ce que tu fais qui foire. Et tu le fais pas parce que t'as envie que ça foire. À chaque fois que tu le fais, t'es en mode, allez, c'est bon, ça va réussir. Tu rigoles parce que tu connais bien. Écoute, on est dans la même sauce. Ouais. Chaque fois que tu lances une manip, t'es en mode, allez, j'ai tout bien fait, c'est parfait, ça va fonctionner du feu de Dieu. Et t'as le truc le plus con de l'univers qui fonctionne pas. Genre, par exemple, la clim qui fonctionne pas, et du coup, la température est pas bonne pour ta manip, et du coup, ça foire. Et t'as envie de crever, t'as envie de mourir. Et pourtant, on y revient, tu vois. Mais bon, la thèse, là, c'est vraiment chiant. Là, c'est vraiment dur. Je suis vraiment dans le dur de la thèse, je pense. Mais ouais, donc en vrai, il y a plein de trucs qui sont durs. Mais c'est marrant parce que ça me fait prendre conscience, en fait, que d'un côté, c'est pas que je les évite, parce que je pense pas du tout être ce genre de personne à fuir quand il y a des trucs difficiles, au contraire. Mais en même temps, je pense que le fait d'y réfléchir comme ça me fait prendre conscience qu'il y a beaucoup plus de choses difficiles dans ma vie que ce que je pensais. Et qu'en fait, c'est pas si grave que ça. En fait, il y a un peu ce truc de, une fois que t'es de l'autre côté, c'est rien du tout, tu vois. Une fois que tu l'as surpassé, Tu l'as passé. Voilà. En fait, c'est tranquille, tu vois. Et du coup, ouais... c'est marrant de le poser comme ça, parce qu'en fait... ouais. C'est tout le but de ce concept aussi. Clairement. Il y a un truc qu'on se dit souvent avec Fabio que je trouve très drôle, c'est... Comment est-ce qu'on... Putain, merde, la phrase, elle me revient plus. Ça me reviendra plus tard. C'est un truc genre, je suis content que tu souffres. Un truc comme ça. Non, c'est drôle parce que tu souffres. Parce qu'en fait, fondamentalement, c'est un peu l'essence, c'est un peu le centre, le nerf de la guerre, le dur de la vie, c'est ça en fait, c'est la souffrance. Hein. Et ouais, ça débouche. Enfin, la souffrance pour la souffrance, évidemment, ça n'a pas de sens. Mais toutes les choses bonnes découlent de la souffrance. Il n'y a pas de... Toutes les bonnes choses sont difficiles. Et difficile, ça veut dire tu vas douiller. Ça veut pas dire tu vas t'appliquer, ça va bien se passer. Non, ça veut dire tu vas douiller. Et surtout, je pense que la difficulté, elle vient du fait de... C'est un peu ça, hein, je pense, le principe de sortir de sa zone de confort. La difficulté, elle vient du fait de faire des choses un peu inattendues, pour lesquelles tu n'es pas préparé. Par exemple, tu vas courir, encore une fois, en termes d'efforts sportifs, j'ai fait des efforts sportifs bien plus importants que juste courir 4 km, tu vois. Genre quand tu grimpes, des fois, tu fais des choses beaucoup plus intenses, tu vois. Ou pareil, nager, j'ai déjà nagé 2 km d'affilée, tu vois, des trucs comme ça. Donc en vrai, en soi, techniquement, c'était pas un problème. Mais le fait que ce soit complètement nouveau, le fait que ce soit quelque chose que je fais pas, dont j'ai pas l'habitude de faire, le fait de me jeter dans quelque chose de nouveau,
ça fait qu'il y a une difficulté, pas forcément technique, mais en termes de juste de différence, c'est une expérience différence. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc-là, et ça, pour le coup, en termes de neuro, c'est vraiment un truc, je pense, qui fait sens, c'est que notre cerveau a pas envie de faire des choses dont on n'a pas l'habitude, des choses dans lesquelles on n'est pas à l'aise, mais en même temps, c'est le seul moyen de progresser. C'est le seul moyen d'aller de l'avant, d'avoir de la plasticité cérébrale aussi. La plasticité cérébrale, quand tu es adulte, faut pas croire que c'est hop, allez, c'est bon, c'est plastique, je change ce que je veux. Non, tu vas douiller. C'est sûr que tu vas douiller. Du coup, je pense que je le vois un peu comme ça. Je pense qu'il y a personne sur le moment quand il douille qui est en mode oh, je douille, c'est trop bien, j'adore. Oh. Sinon, c'est que c'est pas vraiment difficile. C'est aussi ça, je pense, le principe de la difficulté. C'est que c'est difficile d'une manière à laquelle tu t'y attends pas. Tu vois. C'est ça aussi. Il y a toujours un peu de surprise dans la souffrance. Toujours. Et justement, on en parle là, mais ça serait quoi pour toi la plus grande peur que tu as eu à dépasser? Mais je crois que j'y arrive toujours pas, c'est la peur de lâcher prise. Et ouais, c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Je me rends compte que c'est ancré beaucoup plus profondément que ce que je pensais en moi. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à dormir. C'est con, hein. C'est dommage, c'est une fonction vitale. Ah oui. Mais ouais, juste m'endormir, c'est compliqué. Donc, ouais. Et parce que, en fait, je crois que ça rejoint un peu ce que j'étais en train de dire sur la difficulté. Je crois enfin, en tout cas, moi, j'ai cette image-là de la peur comme si c'était quelque chose de très défini, très concret, tu vois. Genre, c'est noir ou blanc. Genre, t'as peur du noir, faut pas aller dans le noir, tu vois. Alors qu'en fait, la peur, c'est beaucoup plus insidieux que ça. Ça se niche dans des endroits beaucoup plus profonds et inattendus de ta personnalité et de ton expérience de ta vie, tu vois. Par exemple, bon, la peur du noir, c'est pas un bon exemple, mais par exemple, la peur de lâcher prise, tu vois, en fait, moi, je me rends compte que c'est dans tous les aspects de ma vie. Il y a plein de trucs sur lesquels j'arrive pas à m'arrêter. Et genre, même quand je me détends, et je suis pas non plus un acharné du travail comme certaines personnes dans cette pièce, tu vois. Mais enfin après, ouais, non, tu me diras, ça m'arrive de travailler tard aussi. Je sais pas. De toute façon, c'est des définitions subjectives en fait, je crois. Hein. C'est mais ouais, il y a ce truc où c'est difficile pour moi d'accepter le vide un peu quoi. Ouais. Tout espace doit être comblé et tout temps doit être exactement utilisé aussi. Exactement. Je pense que fondamentalement, ma peur la plus profonde, c'est celle-ci. C'est la peur du vide, c'est la peur de lâcher prise. Parce qu'en fait, le reste, je pense que c'est vraiment dû à ma personnalité, mais je suis tellement fonceur, tellement rentre dedans, tu vois, que en général, quand il y a une peur, je vais juste rentrer dedans et essayer de l'exploser, tu vois. C'est un peu ma façon aussi de régler mes problèmes, tu vois. J'ai un peu cette croyance que dès que je prends conscience d'un problème, si je m'y attaque tout de suite et que je le casse, bah, le problème disparaît, tu vois. Et j'ai l'impression que dans ma vie, ça fonctionne bien de manière générale. Tu vois, on parlait, par exemple, le fait de changer de ville et de trouver un logement. J'aurais pu le faire de manière beaucoup plus stratégique. J'aurais pu me poser 2 mois à l'avance, être en mode machin et tout. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas écouté ma peur. Parce que, je sais pas, j'étais occupé à faire d'autres choses. Je travaillais, enfin, je faisais des trucs, quoi. Et puis, en fait, au final, t'arrives sur le moment et forcément, t'as peur. Mais en fait, j'aime bien aussi me mettre comment dire, m'acculer dans un coin, tu vois. Si t'es tout seul avec ta peur, bah, t'as plus trop le choix, tu vois. Ouais. C'est soit t'avances, soit il n'y a pas d'autre option, en fait. Soit tu tombes en lambeaux. Alors évidemment, c'est pas un truc non plus, c'est pas une philosophie, enfin si, c'est un peu une philosophie de tête brûlée, mais d'écorché, je pense. Mais c'est pas du tout aussi radical que ce que je dis. Je pense que pour beaucoup de choses, et puis pour tout le monde, se lancer dans un truc dans lequel on est complètement perdu, ça peut être dangereux aussi. Bah, par exemple, il y a des exemples très simples. Hein. Si tu sais pas nager et que tu te jettes dans l'eau, bah, c'est pas très malin, quoi. Après, ça peut se doser aussi facilement, tu vois. Si tu sais pas nager et que tu te jettes à l'eau mais que tu as des potes à côté, bah tout de suite c'est plus safe. Et durant tout ton parcours là, tu as fait énormément de rencontres, comme tu disais tout à l'heure, des rencontres voilà, plus ou moins intenses, plus ou moins longues. Quelle place tu donnes justement à ces rencontres?
Ouais, je sais pas si c'est 90%, c'est ce qui me venait à l'esprit initialement, mais parce qu'il faut quand même réussir à intégrer tout ça. Il faut quand même réussir. Il faut être capable d'assimiler aussi ce qu'on nous apporte, les rencontres, tout ça. Parce que tu peux aussi faire une rencontre magnifique, mettons, je sais pas moi. En fait, c'est plus difficile que ce que je pensais de prendre un exemple. Mais mettons, je rencontre quelqu'un qui fait exactement ce que je veux faire en recherche, et je le rencontre maintenant et je suis pas prêt, tu vois. Bah, la rencontre, elle aura servi pas à rien, mais je serais pas du tout capable d'apprécier pleinement la rencontre. Du coup, d'un côté, clairement, les rencontres ont fait une partie très importante de ma vie. Je parlais de Slava, il y a eu Jacques aussi, qui a été du coup très présent dans ma vie, qui m'a aidé dans pas mal de choses. Il y a eu tous les amis que j'ai rencontrés. Il y a eu toi, il y a eu les gars, il y a eu Jules, il y a eu Fabio. Enfin, il y a eu plein de personnes qui m'ont vraiment aidé. Il y a eu Iris, il y a eu Julia, il y a eu Delphine. Il y a eu plein de personnes, Alessia évidemment. Enfin, il y a une quantité, je pense que je pense même pas à la moitié là actuellement. Mais ouais, il y a énormément de gens qui ont eu un impact très important dans ma vie. Et à la fois des moments où j'étais prêt à le recevoir et des moments où je n'étais pas forcément prêt à le recevoir. Je me souviens par exemple qu'il y a eu des moments des discussions que j'avais eues avec Fabio il y a pas mal d'années où il me disait des trucs et j'étais en mode ouais, t'as sûrement raison, mais je vais pas faire ça. Et après l'avoir fait, j'étais en mode bah ouais, t'avais raison, mais en fait j'étais obligé de faire la connerie, tu vois. J'étais obligé de le faire moi-même pour me rendre compte, pour prendre conscience, quoi. Donc ouais, les rencontres sont clairement essentielles. Je pense que ça shift beaucoup de choses. Mais il ne faut pas mésestimer l'importance d'être prêt aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu cette illusion que quand ils rencontreront la bonne personne, si ou ça arrivera, bah souvent évidemment en amour, mais pour tout, il n'y a pas... déjà, il n'y a pas la bonne personne, évidemment. Ça n'a pas de sens. D'un point de vue logique, c'est juste pas tenable. Mais surtout, même quand tu rencontres une personne qui pourrait t'apporter quelque chose d'important à ce moment-là, il faut être prêt en fait à le recevoir. Il faut être disponible. Il faut être ouvert à ce que la personne a à te donner. Et puis parfois, tu ne l'es pas, mais tu t'en rends compte beaucoup plus tard. Par exemple, il y a des choses qu'on m'a dit, par exemple, mes nonnes, tu vois, qui me disaient quand j'étais petit, ça me passait un peu au-dessus de la tête quand j'étais petit. Et puis aujourd'hui, je suis en mode, ah putain. Ouais, mais les rencontres sont essentielles. Ça, j'en suis convaincu. Ouais. Puis aussi parce qu'il y a un truc très unique qui se crée dans la rencontre. Où il y a une espèce d'échange, de transfert horizontal de façon de penser, tu vois. Je pense que quand on interagit avec les gens surtout de manière profonde, tu vois, quand on interagit vraiment sur la base d'idées, de vécu, d'expériences communes, il y a un truc assez profond qui se passe où tu deviens un peu en partie la personne, tu vois. C'est pas un truc mystique ou quoi, hein, c'est genre... c'est pas, j'ai l'exemple du plasmide qui me vient en tête. C'est pas du tout un bon exemple pour la plupart des gens, je pense. Mais c'est un peu ce truc où c'est comme si tu téléchargeais une partie de l'operating system, de l'OS de la personne dans ton cerveau, tu vois. Il y a une partie qui s'installe. Et je pense que dans l'amitié, il y a beaucoup ça aussi. Quand tu as des amitiés fortes, quand il y a des gens qui ont beaucoup d'importance dans ta vie, qu'il y a des gens que tu côtoies régulièrement, il y a une partie de qui ils sont qui s'installe en toi, tu vois. Donc ouais, je vois totalement. C'est une partie essentielle. Qui je suis, c'est fondamentalement le produit des rencontres et de la façon dont je les ai justement intégrées. Totalement. Et ce que tu t'as dit aussi quelque chose qui est très important, c'est que effectivement, il y a parfois, et dans la majeure partie des cas, on fait des rencontres et on ne s'imagine pas l'impact que ça va avoir sur nous au moment T, au moment M. Mais c'est seulement après, plusieurs années après, peut-être, en y repensant, qu'on se dit « Ah ouais, c'est vrai, à tel moment, j'ai fait telle rencontre et finalement, c'est avec ça que j'ai fini par penser comme ça, que j'ai fini par raisonner comme ça. » Ouais, totalement. Il y a plein de moments où tu ne te rends pas compte de l'importance, de l'impact de la contribution. C'est clair. Et je pense que c'est important, c'est quelque chose qui est important à faire, à se repositionner, à se dire quelles sont les rencontres que j'ai faites qui ont pu marquer de manière impactante, forte, mais aussi de manière, parfois, ces rencontres-là sont
futiles, elles sont furtives. Tu vois, elles vont arriver, ça va être juste quelques minutes, quelques heures peut-être avec une personne et pourtant ça peut suffire pour changer le cours de l'histoire d'une vie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une décision où tu te dis c'est la décision la plus importante que j'ai prise qui a fait basculer un tas de choses dans ma vie et qui m'a fait prendre une autre trajectoire, qui m'a fait prendre un autre chemin et qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui? Je pense pas qu'il y ait une décision, encore une fois. Je sais même pas si j'arrive à penser à un exemple de décision. Moi, j'ai vraiment beaucoup plus l'impression que il y a beaucoup des choses importantes qu'on fait pas en fait forcément hyper consciemment. En fait, fondamentalement, je pense que objectivement, si on regarde ma vie, tu vois, les choix les plus charnières, par exemple, c'était de rentrer dans ce master, tu vois, par exemple, d'aller en Italie, de faire mon Erasmus en Italie, je pense que c'est des moments clés comme ça qui sont extrêmement importants et c'est des décisions importantes, mais en même temps, c'est pas forcément c'est pas tant des décisions que ça d'un autre côté, tu vois. Je sais pas comment le dire. En fait, je pense que ce qui compte beaucoup, c'est pas la décision, c'est comment tu assumes la décision après, tu vois. Dans le sens où en fait, par exemple, le fait de choisir ce master-là, c'était la meilleure option que j'avais en tête à ce moment-là. Si j'avais eu d'autres options, ma décision, elle était différente, tu vois. Enfin, en même temps, je suis pas sûr. Mais elle aurait pu être différente. Et du coup, je pense que la décision, elle est très conditionnée par ton état mental à ce moment-là. Donc, à quel point est-ce que c'est vraiment une décision, tu vois ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on prend comme des décisions importantes qui sont pas forcément des choses qui relèvent vraiment autant qu'on le pense du libre arbitre. Tu vois ? Pour faire simple, en gros, quand tu prends une décision, c'est 90% de la situation dans laquelle t'es et peut-être 10% du libre arbitre, tu vois. Moi, je crois pas trop qu'on prend des décisions comme ça qui changent le cours de notre vie d'un coup. Ça peut arriver, mais en fait, c'est surtout parce que la situation le demande, tu vois. Mettons, je sais pas, la terre se met à trembler et tu dois sauver quelqu'un. C'est une décision hyper importante, mais en fait, c'est pas vraiment une décision. C'est parce que la terre s'est mise à trembler que tu dois faire cette décision. Tu vois, c'est la situation en fait qui t'a mis dans la situation t'a forcé à prendre une décision. Donc, je crois que ce qui est beaucoup plus important, c'est plus d'assumer ces décisions. Par exemple, tu vois, par rapport à ma thèse, tu vois, je me suis souvent dit peut-être que si j'avais fait ma thèse dans un autre labo, avec d'autres gens, ça aurait été différent, ça m'aurait permis de faire d'autres choses, peut-être que j'aurais été plus heureux, peut-être que la décision n'était pas la bonne, mais surtout, en fait, ce que je pense, c'est ce que t'en fais, en fait, tu vois. Parce que de toute façon, dans tous les cas, la plupart des décisions, tu peux pas revenir dessus, tu vois. Donc, et d'un autre côté, je pense que les décisions importantes, c'est peut-être justement celles où tu prends pas forcément trop le temps d'y réfléchir. Peut-être pour cette raison-là aussi, tu vois. C'est peut-être les décisions un peu plus spontanées. C'est peut-être les décisions un peu plus... genre dans ma vie, typiquement, le moment, tu vois, où je me suis inscrit en bio, la licence de bio après avoir foiré ma licence de physique-chimie, c'était pas vraiment une décision réfléchie de ouf, tu vois. Enfin, j'y ai pensé quand même. Parce que j'étais dans la merde, j'étais en mode, putain, qu'est-ce que je vais foutre de ma vie ? Mais j'ai juste lancé le truc, tu vois. J'étais en mode, allez, je fais ça. Et j'ai pris la décision après. Du coup, en fait, la décision de m'inscrire, c'était pas vraiment une décision. C'était juste accepter la situation dans laquelle je m'étais mis, tu vois. Je sais pas... Ouais. C'est peut-être un débat philosophique de philosophie de comptoir, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait de grosses décisions. J'ai plus l'impression d'assumer mes décisions. D'accord. Enfin, ou pas, hein. Mais de dealer avec mes décisions, quoi. De faire avec. Qu'est-ce qui te rend fier ? Qu'est-ce qui me rend fier ? Très sincèrement, je crois que j'ai pas énormément de fierté. Les quelques trucs qui me rendent fier, en fait, c'est des trucs assez furtifs, passagers, je pense. C'est genre, par exemple, quand pour la 1000e fois je fais une manip et que ça fonctionne enfin, je suis assez fier, tu vois. Mais en même temps, en fait, ça reste pas parce que, comme on disait, vu qu'il y a 1000 fois où ça foire à côté, je le prends pas trop pour moi non plus, tu vois. J'apprends ce qu'il faut en apprendre, mais je sais pas. J'ai pas énormément de fierté non plus parce que j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire pour moi, tu vois. J'en tire pas particulièrement...
Ouais, je pense que les fiertés que j'ai, c'est surtout quand je fais des petits trucs. Quand dans un jeu vidéo, je finis un niveau difficile, tu vois. Dans la vraie vie, c'est pareil. Quand je finis un niveau difficile dans la vie, je suis en mode ouais, c'était cool. Mais ça dure pas très longtemps. Donc je pense pas que j'ai de grandes fiertés. Et en repensant, justement, là, tu as fait un parallèle avec un jeu vidéo, et en pensant à tout ton parcours, de ton enfance en Italie à l'homme que tu es aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête et tu te dis, ouais, bah, j'ai réussi à passer ces étapes-là, ces étapes-là, ces étapes-là, et j'en suis fier aujourd'hui. Ouais, encore une fois, je sais pas si c'est de la fierté, je dirais que c'est plus de la satisfaction. Ouais. Tu vois ? Ok. Pour moi, la fierté, peut-être que c'est parce que je comprends pas bien le terme, hein, mais pour moi, il y a une notion d'orgueil dans la fierté. J'aime pas trop ça. J'essaie d'être le moins orgueilleux possible. Je sais pas si ça fonctionne dans la vraie vie, hein, mais puis aussi parce que c'est pas une valeur importante pour moi. Mais en revanche, j'ai beaucoup de satisfaction. Ouais. Quand je repense à toutes ces étapes-là, quand je vois mon enfance, les trucs que j'ai traversés, je suis en mode putain, c'était chiant. C'était vraiment chiant, mais j'ai réussi. J'ai beaucoup de satisfaction. Ouais. La satisfaction plus de la fierté aussi parce que je me dis moi je m'en suis sorti mais c'est pas que de mon dû, tu vois. C'est aussi de la chance que j'ai eu les capacités de m'en sortir. Si j'ai pu m'en sortir, c'est en partie parce que j'ai de la hargne, c'est en partie parce que j'avais des capacités cognitives qui me le permettaient, c'est en partie parce que j'ai fait les bonnes rencontres, j'étais au bon endroit au bon moment, tu vois, je prends pas trop de crédit là-dedans parce que sans au contraire me discréditer non plus, faut pas aller dans l'autre extrême, c'est moi qui ai fait tout ça. Mais c'est pas moi tout seul, tu vois, j'ai envie de dire. Totalement, je comprends totalement ce que tu veux dire. Et vu que tu viens de parler justement de ton enfance aussi, est-ce qu'il y a un moment donné, quand tu y repenses, à un moment donné, tu te dis, bah là, à cet instant-là, j'aurais eu besoin de moi, mais le moi d'aujourd'hui. Ouais, toute mon enfance. Je pense qu'il y a tellement de moments où j'ai éprouvé une solitude profonde, où j'étais vraiment perdu. J'avais beaucoup de tristesse, de douleur, hein. Et de ce sentiment d'être déboussolé, parce que bah, c'est aussi... Et en même temps, d'un autre côté, tu vois, on parlait de difficulté, de surpasser des choses. Je pense que c'est aussi le fait de surpasser ces choses-là qui fait que... Bah, qui crée une force, en fait, hein, fondamentalement. Tu vois, quand je parlais du fait que quand j'étais petit, quand j'avais 7-8 ans, je me suis posé et que j'avais vraiment des questions existentielles. C'était un moment super dur de ma vie, mais aujourd'hui, j'en ai pas forcément un mauvais souvenir. J'aurais bien aimé être là pour m'aider, pour aider le petit Étienne, tu vois. Mais en même temps, bah, il s'en est sorti, tu vois, au final. Donc, d'un côté, j'aurais bien aimé l'aider, mais en même temps, je vais pas refaire l'histoire, tu vois. J'essaie surtout plus de m'aider aujourd'hui. Mais à ce petit Étienne qui ne sait pas finalement qu'est-ce qu'il va devenir et qui se sentait vachement triste, perdu, qu'est-ce que tu lui aurais dit, toi ? Bah, je lui aurais dit qu'il est beaucoup plus costaud que ce qu'il pense, qu'il a traversé des choses vraiment difficiles, que malheureusement il en a encore plein devant, mais que ouais, qu'il y ait de la force et de compter là-dessus. Et si aujourd'hui tu devais te définir en 3 mots, lesquels ça serait ? Bah, je commencerai par vérité, parce que c'est vraiment central dans ma vie. Donc vrai. Têtu, je pense. Et résilient. S'il y a une chose que tu veux absolument pas oublier en avançant parce que le temps passe, les souvenirs s'envolent, s'effacent, qu'est-ce que tu voudrais ne jamais oublier ? Qu'est-ce que je voudrais ne jamais oublier ? Wow. Bah, je pense tous les moments agréables que j'ai passés avec des gens que j'aime. Je pense que c'est ça le plus précieux fondamentalement. Ça, j'aimerais pouvoir m'en souvenir. Et si les gens devaient se souvenir de toi, quelle trace t'aimerais laisser ? Bah, j'aimerais bien que ce soit quelque chose de positif déjà. Je sais pas si c'est le cas pour la plupart des gens.
Et j'aimerais que ce soit... qu'ils se souviennent de moi parce que je leur ai apporté quelque chose. Parce que je les ai... pas forcément aidés directement. Je crois pas forcément dans ce truc de... Enfin, comment dire ? J'aimerais qu'ils aient l'impression que je les ai fait grandir. Ça, c'est pour moi, ce serait l'idéal, quoi. C'est le plus important. Je te dis aujourd'hui, avec le micro qui est entre tes bras, ce micro, le son qui en sort, il s'adresse à toute la Terre. Quel message t'aimerais passer ? Pouah. J'ai l'impression qu'autour de moi, et de manière générale, il y a vraiment une perte de sens dans la plupart de la quête de vie des gens, de leurs objectifs. J'aimerais dire aux gens, trouvez votre sens, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, je ne sais pas trop quoi dire. J'aimerais que les gens, que tout le monde puisse trouver quelque chose qui fait profondément sens et qui les aide à grandir et à comment dire, et qui permettent aussi au reste de l'humanité de grandir. Quelque chose à la fois qui soit... C'est difficile à mettre en mots. À la fois de trouver du sens pour soi, pour les gens autour de soi, mais pour l'humanité de manière générale. C'est-à-dire pour vraiment le genre humain, d'essayer de faire en sorte d'amener quelque chose de global qui sert à tout le monde. Merci Étienne. Merci Durcia. Et si aujourd'hui, je te demande, ça y est, ce micro, tu peux le passer à quelqu'un d'autre. Et j'espère pouvoir le faire venir ici. Qui ça serait ? Je pense que Fabio, il aurait des choses très intéressantes à te raconter. Ouais. Et Fabio t'invite à venir ici. Merci beaucoup Étienne pour le partage de ton histoire, de ton parcours. Et comme ça, on sait une petite partie, évidemment, avec énormément d'ellipses. Parce qu'en 1h30, 2h d'entretien, on ne peut pas forcément tout dire. Merci beaucoup Étienne en tout cas. Merci à toi d'organiser ça, je trouve ça très cool d'avoir toutes ces questions, cette introspection, ce projet d'essayer de sortir des trucs importants des gens, je trouve ça très stylé. Merci beaucoup. Et on se lance pour un petit clap de la fin, ensemble. Allez.